Bonjour à toutes et à tous. Faut-il acculturer plus activement encore les habitants au risque? Les pays en développement ont-ils des choses à nous apprendre et qu'est-ce qui fait un territoire résilient? Mot de l'année, voici quelques-unes des questions qui sont posées par cette table ronde, organisée par la SMACL sur une idée originale de la Direction générale des services de la ville de Niort, représentée en cet espace. Nous sommes ensemble jusqu'à 11 heures. Éric Loubeau et Laurent Audet seront les principaux intervenants de cet échange. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, superbe, d'une seule voix, même s'ils ont des choses très différentes à dire. Et mon nom est Bruno Leprat, je suis journaliste territorial. Je travaille aujourd'hui à Maire de France, formé à la Gazette des communes. Jérôme Landreau, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes l'organisateur. Vous serez avec moi un co-animateur un peu plus expert ou un peu plus technique pour écouter nos deux intervenants. Vous représentez la SMACL du côté d'un pôle prévention. Peut-être voudrez-vous nous en parler. Mais auparavant, quelle genèse pour cette table ronde? D'où ça vous vient cette idée de placer ainsi un thème sur les transferts d'expérience d'un continent ou d'un hémisphère à l'autre sur la gestion des risques? Merci Bruno. La jeunesse est assez simple. L'actualité, malheureusement, au niveau de la pandémie, nous a fait assez rapidement prendre conscience des différences entre les pays, entre les continents, sur la résilience, qui est un grand mot ici ce matin dans ce titre. Mais c'est aussi de considérer qu'effectivement, un certain nombre de pays mettent en place des procédures, des organisations, et que ce système de résilience est complètement différent d'un continent à un autre. Transposé au risque majeur, j'entends notamment les catastrophes naturelles. Je me suis naturellement posé cette question de me dire, mais est-ce que cette résilience est semblable sur d'autres risques majeurs par rapport à cette différence de pays? Deux intervenants majeurs qu'on a la chance d'avoir ici, puisque certains étaient supposés être sur des champs d'activité ou d'opération. Qu'est-ce que vous attendez de leur témoignage, Jérôme? Eh bien, nous avons, je pense que vous aurez l'occasion de revenir sur leur présentation. Nous avons Éric Loubeau, effectivement, qui vient témoigner d'une expérience internationale. Et c'est ce qu'on trouvait intéressant ce matin pour vous le présenter. Ce qu'on souhaitait un petit peu mettre en avant, justement, c'était essayer d'avoir cette observation des forces et faiblesses. On aurait tendance à considérer, peut-être naïvement et par méconnaissance, que ces pays en développement n'ont rien à nous apprendre. Et en échangeant avec Eric, évidemment, on s'est aperçu que c'était l'inverse était vrai, qu'on avait beaucoup de choses à tirer. Donc voilà, c'était un petit peu ce regard-là qu'Eric va nous apporter sur notamment les forces que ces pays peuvent nous apporter. Voilà, Eric qui est à votre gauche, on le fera parler abondamment. Est-ce qu'il y a une question du côté, pour terminer, que vous posez en tant que représentant de la prévention au sein de SMACL Assurance, et peut-être deux, trois convictions que vous apportez aussi et qui peuvent éclairer les témoignages à venir? Alors plus largement, effectivement, le sujet, on peut le recontextualiser sur la notion d'assurabilité aujourd'hui. SMACL Assurance, donc mutuelle assurance des collectivités locales, nous assurons principalement le risque IRD, c'est-à-dire les patrimoines qui peuvent peser lourd en termes de budget. Il est vrai que l'assurance est un outil aujourd'hui de résilience, c'est un outil économique qui permet de financer, après un sinistre, le nouveau départ, la reconstruction d'un patrimoine. Aujourd'hui, on voit la limite finalement de l'assurance dans ce phénomène des risques majeurs, puisque l'assurance se retire pour un grand nombre d'événements, se retire du marché, et donc il faut bien trouver d'autres outils aujourd'hui pour pallier, pour compléter ces dispositifs de résilience. Donc la prévention, pour moi, est un axe fort qui vient compléter ce dispositif. Et c'est vrai que la ville de Niort, qui est représentée aussi par monsieur Laurent Audet, nous présentera, je pense, son retour d'expérience sur cette notion de mise en place de procédures autour du risque naturel.
Je vous propose de cadrer cet échange. Je vous en préviens. Donc d'ici 3/4 d'heure, vous aurez tout à fait accès à nos intervenants. On va avoir un premier temps qui sera centré sur Éric Loubaud. On va le découvrir. Et puis, dans une sorte d'appropriation par les collectivités locales de son propos, Laurent va le questionner, le commenter, ce topo. Et on aura ainsi l'occasion d'ouvrir un peu plus tous nos chakras sur ces histoires, ces questions de gestion de crise et de résilience et aussi de transfert de connaissances d'un hémisphère à l'autre. Laurent Audet sera donc votre représentant. Bonjour à vous, Laurent. Bonjour. À nouveau, donc je m'en lasse pas. Vous avez 20 ans d'expérience dans la sécurité civile. Vous êtes aujourd'hui donc d'abord commandant de sapeurs-pompiers. Deuxièmement, en poste à Niort, directeur des risques majeurs et sanitaires dans cette ville depuis 2 ans. Et on développera un petit peu ce que vous y avez fait, mais en tout cas, on donne là un peu la sensibilité. Vous arrivez sur les théâtres de catastrophes en urgence, hein, c'est-à-dire quand vraiment tout est survenu et j'ai envie de dire que Éric arrive un peu plus tard pour toutes les notions de reconstruction. Vous êtes notamment intervenu sur des feux de forêt en 2003, sur des violences urbaines en 2005 et sur Xynthia, qui a été un basculement sûrement sur toutes ces questions de réflexion. On va se questionner sur l'international, sur les transferts de connaissances d'une région à l'autre. Vous êtes intervenu à Mayotte et à Québec. Est-ce que vous êtes intervenu dans les Suds ? Mayotte un petit peu déjà, et puis un peu Madagascar également, donc sans toucher forcément à l'Afrique, hein, comme Éric, mais ça m'a laissé entrevoir des différences certaines. Je suis aussi intervenu sur la Nouvelle-Calédonie, donc qui est forcément un territoire encore français, mais avec des risques bien particuliers, parce qu'ils ont quasiment tous les risques, sauf avalanche et volcanique, hein, et une population locale qui dépend que d'elle-même. Donc je pense que c'est un peu similaire à ce que l'on peut trouver, et les propos forcément d'Éric m'intéressent sur ces sujets-là. Xynthia, vous y étiez en qualité de quoi et quelle a été j'ai envie de dire la claque pédagogique que vous avez prise quand vous êtes intervenu sur site? Alors Xynthia, oui, j'y étais en renfort de la Vendée, j'étais en tant qu'officier de sapeur-pompier à l'époque. La claque, c'est le bon mot, je pense que c'est pas un euphémisme. Ce qui est choquant sur cette intervention, je ne sais pas s'il y a des gens de la Vendée ici, je vais faire attention à mes propos quand même, parce qu'on a quand même fait, entre guillemets, 29 morts sur la ville de La Faute. Ce qui est choquant, c'est qu'à un moment, on a alerté sur un risque tempête. Voilà, donc 4 départements étaient en vigilance rouge, dont la Vendée, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne. Et au moment où nous intervenons, moi je suis en renfort de la Vendée qui nous dit on a des problèmes, venez chez nous pour la tempête. On arrive vers minuit et là déjà on avance pas vite du tout. Il faut bien comprendre le contexte, qu'il y a des arbres partout. Donc avant de faire 40 km, même si c'est pas très loin de chez nous, eh bien on a mis 4 heures, 5 heures. Et là, dans le contexte, quelque chose qui dépasse l'entendement, dans ma jeune tête de capitaine de sapeur-pompier, c'est à un moment donné, mes collègues me disent mais capitaine, là, l'eau, c'est pas de l'eau douce, c'est de l'eau salée. Et là, à ce moment-là, je regarde sur ma carte et je dis mais on est perdu. Et ils me disent non, on est au bon endroit, mais c'est de l'eau salée. Et là, quelque chose qui, en fait, ce qui est assez choquant, c'est voilà, les limites intellectuelles que j'avais de me dire je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi il y a de l'eau salée ici ? Voilà. Et ceci dans l'urgence, hein. On comprend que... Voilà. Et là, d'un seul coup, il faut remettre ses paramètres, il faut changer de paradigme, il faut comprendre qu'on ne comprend pas, il faut comprendre qu'on est en milieu inconnu, en univers complètement inconnu, que nos plans, on peut les mettre dans la valise, et puis qu'il faut s'adapter, et que j'étais venu avec mes tasseaux, mes bâches, pour protéger les fenêtres, etc., et qu'en fait, il me faut des bateaux, des plongeurs pour secourir les gens. Je précise aussi que vous êtes juriste de formation et que vous intervenez à Poitiers dans une université là-bas sur le droit de la sécurité civile et la gestion des risques. Éric Loubaud, c'est notre invité majeur. Il était sûrement il y a quelques jours dans un pays et vous y allez bientôt. Là, faites-nous part de votre emploi du temps. Je devais partir en Zambie lundi, mais avec le nouveau virus et les frontières qui se ferment, j'ai l'impression que ça se rouvre là. J'ai pas très envie de rester coincé en Zambie avec le Covid pour Noël, donc mon voyage est un peu remis en cause là. Vous êtes géographe de formation et après, à l'issue de cette formation, vous vous êtes sensibilisé à ces notions de catastrophes naturelles, de résilience. C'est un peu cela. Quel a été le détonateur de cet intérêt pour les scènes oui, j'allais le dire, mais je ne vais pas le dire, les scènes de catastrophe en tout cas? C'est vraiment
une succession de circonstances et d'opportunités. Pour ma maîtrise de géographie que j'ai fait à Poitiers, j'avais un professeur qui parlait de la géographie des risques et des risques de catastrophe. Ça m'a intéressé, c'est lui qui a dirigé mon mémoire. En Master 2, c'était pareil, j'ai voulu continuer et mon directeur était un Bolivien qui m'a dit si ça marche bien, on part en thèse de doctorat sur la Bolivie. Et ça a bien marché. Donc je suis parti et j'ai travaillé après en Bolivie, en Amazonie bolivienne, sur les risques d'inondation là-bas. Et c'est là que voilà, tout a découlé. Tout a démarré. Ça fait 13 ans donc, que vous intervenez principalement en Amérique latine et en Afrique pour des ONG ou des agences des Nations Unies. Les théâtres où vous êtes intervenus à la demande soit d'autorités très très locales, soit d'autorités régionales, nationales, éventuellement d'instances internationales. Guatemala, Mauritanie, Sahel, Afrique de l'Est, Afrique du Sud. Et ces temps-ci, vous travaillez, je crois, du côté de Nairobi. Oui, je travaille pour le bureau régional on a plusieurs bureaux régionaux, du Programme des Nations Unies pour le développement, qui est l'une des agences de l'ONU. Il y en a beaucoup. Et donc le bureau régional en Afrique, il y a un bureau régional à Addis, en Éthiopie, et 3 hubs qu'on appelle à Dakar pour couvrir l'Afrique de l'Ouest et centrale, à Nairobi pour couvrir l'Afrique de l'Est et du Sud, et à Pretoria, mais qui s'occupe plus de l'innovation et du partenariat avec le secteur privé. Et donc voilà, et donc moi je travaille à Nairobi pour le Resilience Hub, d'ailleurs, qui se focalise sur toutes ces questions de résilience. Quand on vous demande dans un dîner en ville, en France et en français, ce que vous faites, quelle est un peu la définition que vous attribuez à votre œuvre? Alors, œuvre, je ne sais pas. Moi, voilà, je suis expert et spécialiste en réduction des risques de catastrophes, ce qui veut dire que je ne suis pas un urgentiste, pas un humanitaire, même si j'ai pu travailler sur la coordination humanitaire en Mauritanie notamment. Mais je travaille vraiment sur les causes. Donc en réduction de risque de catastrophe, on travaille sur les causes, sur l'avant ou sur l'après, mais pas sur le pendant. On n'est pas dans la gestion de catastrophe. Donc je travaille sur les notions de prévention, un peu de la préparation et aussi beaucoup sur le relèvement. Et en ce moment, on soutient beaucoup les pays et l'Union africaine d'ailleurs sur toutes les stratégies, les évaluations des besoins et des impacts qu'a eu le Covid socio-économique et développer un peu et proposer des recommandations aux États membres pour mieux reconstruire et se relever après le Covid. Je crois que vous ne connaissez pas les collectivités locales françaises, ni à travers leurs cadres territoriaux, ni à travers leurs élus. Donc votre propos va être un peu vierge, finalement, de toute influence ou de tout premier échange avec ces interlocuteurs. Vous avez évoqué, Eric, les besoins en relèvement. Je fais un peu de lexique. Il y a 2 ou 3 termes que j'aimerais que vous explicitiez auparavant. Qu'est-ce qu'un besoin en relèvement et qu'est-ce qu'une évaluation de situation ? Alors, les deux sont liés. Alors, il y a déjà, et ça, je pense que Laurent aura plus de... En fait, on a plusieurs temps dans une catastrophe. Et donc, on arrive sur... Il y a une évaluation de l'impact, déjà, pour pouvoir dimensionner l'aide humanitaire. Ça, ce sont plus les humanitaires qui pourraient plus en parler, ils ont certaines méthodologies. Et après, on a le relèvement qu'on essaye de faire intervenir le plus rapidement possible. Pour commencer déjà à engager, en tout cas, la phase de relèvement, et pour pouvoir revenir le plus rapidement possible dans une phase de développement. Et voilà, donc on fait des évaluations, il y a eu des méthodologies qui ont été développées par la Banque mondiale, les agences des Nations Unies et l'Union européenne pour tout ce qui est évaluation post-catastrophe, des besoins post-catastrophe. De cette méthodologie, il y a une autre méthodologie qui a été développée spécifiquement pour le Covid, parce qu'on est sur une catastrophe, là encore, parce que le Covid est une catastrophe qui est très particulière, donc on apprend avec différentes vagues, dont on ne connaît pas l'évolution, qui est imprévisible, donc on a été obligé d'adapter cette méthodologie. Mais voilà, le relèvement, c'est comprendre l'impact, appuyer les pays et aussi à se relever et à ne pas reproduire les mêmes vulnérabilités qui ont conduit à cette catastrophe. Donc aussi comprendre quelles sont les vulnérabilités, ça peut être en termes de gouvernance, ça peut être en termes structurels, et pour essayer, dans la phase de relèvement et de reconstruction, de ne pas les reproduire.
À quel moment est-ce que cette dimension ou cette notion de relèvement a émergé du côté des instances internationales et de façon très ponctuelle, à quelles conditions vous êtes accepté finalement pour accompagner des pays et des autorités nationales ou locales, départementales ou municipales? Alors on intervient quand même depuis longtemps sur ces questions-là, puis la question du relèvement est quand même quelque chose qui a... on est passé de la gestion de crise à petit à une notion de plus long terme, de la réduction des risques de catastrophe. Mais même le relèvement, de toute façon, a toujours fait partie de ce type d'appui. Après, nous ne pouvons intervenir qu'à la requête d'un gouvernement. On ne peut pas se substituer à un gouvernement et faire le relèvement. On aura des exemples que je peux donner actuels, mais on ne peut rien faire si le gouvernement ne nous sollicite pas pour intervenir. Quand vous avez accepté l'invitation de SMAC l'assurance, quant à cette idée que ce que vous avez constaté, ce que vous avez mis en équation, peut servir éventuellement à une commune du Cotentin ou à une commune du Loir-et-Cher, est-ce que vous avez trouvé ça bizarre ou vous vous êtes dit enfin? Alors, non, bizarre, non, peut-être pas. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé l'idée intéressante déjà d'élargir le débat. D'abord, et puis et notamment d'ailleurs le Covid amène à ça. On est vraiment dans une crise où on comprend à quel point nos systèmes et notre société est interconnectée avec des effets en cascade et géographiquement qui ne concernent pas plus seulement une simple localité, mais qui peuvent avoir des effets. On l'a toujours su, mais le Covid le montre d'une manière vraiment prégnante. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et après, le sujet de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi, même si je pense que c'est dans les deux sens. Il y a vraiment, je préfère le terme d'échange. Comment est-ce qu'on peut apprendre aussi des communautés et des pays en développement. J'ai trouvé l'idée intéressante, ça m'a permis moi aussi de réfléchir, parce que c'est pas forcément quand on est le nez dans le guidon, si je puis dire, on n'a pas forcément ce type de réflexion, surtout que je travaille pas en France. Et donc, d'un point de vue même intellectuel, j'ai trouvé ça très intéressant. On va camper le décor et puis après, vous nous ferez part un peu de cette épure, de ces 13 années de métier. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec des collectivités locales? On peut démarrer avec un théâtre d'opération. Est-ce que vous avez envie de nous parler d'un moment qui a été important dans la construction de votre réflexion? Dans quel pays, à quel moment? Oui, la première catastrophe, je pense à laquelle j'ai pu vivre, que j'ai pu vivre, c'était en 2007 en Bolivie. J'étais encore étudiant en doctorat à ce moment-là. Pour moi, et c'est un peu grave de dire ça, mais ça a été une certaine chance, puisque ça m'a permis aussi de voir beaucoup l'impact et tout ce qui en découle. Ça a été très utile pour ma thèse, mais non, ça a été très intéressant parce que on a fait face à une catastrophe majeure, donc déjà l'impact avec les populations inondées, etc., que ce soit dans les communautés ou dans la petite ville Trinidad où je travaillais en Amazonie, mais aussi toute la récupération politique, parce qu'on était vraiment à cette époque-là dans un affrontement très très fort entre la partie andine, je ne sais pas si vous connaissez le pays, mais il y a une partie andine qui représente un tiers du pays, et une partie des basses-terres avec l'Amazonie et le Chaco, et on avait vraiment un gros affrontement politique entre la partie andine et le président Evo Morales, et les parties qu'on appelle de l'Oriente. Et donc la catastrophe n'a pas révélé ça, mais en tout cas on a vu toutes les manœuvres politiques des deux côtés, et ce qui a impacté aussi la gestion de la crise et donc l'impact de la crise. Et j'ai même vu Hugo Chavez venir en hélicoptère pour faire un meeting politique avec les populations qui victimes des inondations, en appuyant Evo Morales dans cette petite ville amazonienne. Donc ça a été très 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 intéressant, ça m'a beaucoup marqué. Après, quand vous entendez l'actualité française, et Jérôme nous le confirmera, il y a une sinistralité annoncée croissante, ce qui justifie aussi cette présence de représentants de territoire français. Est-ce qu'il y a une catastrophe, pardon pour l'expression, un fait majeur, un incident majeur que vous avez en tête et vous vous êtes dit, tiens, on est sur un registre international, ou en tout cas, c'est mon registre? Alors... Là, encore une fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le Covid, oui. Et je veux vraiment préciser sur le fait que le Covid, c'est une catastrophe. C'est des vulnérabilités, des expositions à un aléa, un virus, qui a créé cette catastrophe. Donc le Covid, oui, forcément, ça a un impact
énorme et on voit les interrelations entre les différents pays. Ça a un impact international et ça me parle, même si l'impact n'est pas le même parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes de protection en France qu'au Mali ou en Zambie. Mais voilà, ça oui, forcément ça me parle. C'est le cœur de cet échange. Qu'est-ce qui vous frappe dans la façon dont les populations africaines, asiatiques et d'autres continents, de ces suds, comme on dit, dans leur façon d'approcher une catastrophe, de rebondir dessus, de la traverser, de la vivre ou de mal la vivre, et qui puisse être utile à des représentants de populations ici présents? Alors, je pense que déjà, il faut faire le distinguo entre, parce qu'on parlait de Xynthia en France, qui était vraiment une catastrophe. Il y a des catastrophes majeures. Pour en citer pour le coup, dans les pays en développement, le tremblement de terre en Haïti, par exemple, ou plus récemment, les cyclones Idai et Kenneth en Mozambique, qui a fait plus de 2,5 millions, je crois, de victimes. Et je crois que ça a coûté plus de 2 milliards, je crois, et ce qui est énorme pour un pays comme le Mozambique. Donc des catastrophes comme ça, qui sont majeures, qui sont, c'est un peu. Par contre, moi, ce que j'ai pu voir sur les populations, sur des catastrophes qui sont récurrentes, je parle par exemple au Sahel, les sécheresses sont récurrentes, même si on voit avec le changement climatique qu'elles deviennent de plus en plus récurrentes et de plus en plus importantes. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé, que j'ai vu en Bolivie, que j'ai vu en Mauritanie, je peux situer d'ailleurs un exemple, c'est la faculté de réaction en fait de ces populations-là. Pour citer cet exemple-là et pour m'appuyer, en Mauritanie, je travaillais pour le Bureau de coordination des affaires humanitaires. En 2013, septembre, il y a eu de fortes inondations qui se sont passées, qui ont fortement touché Nouakchott. Et le gouvernement a tardé à déclarer la situation de désastre national. Ce qui fait que nous, on ne pouvait pas intervenir. La protection civile là-bas était complètement débordée. Mais on a vu... Et après, on a eu des retours, on en a discuté, enfin, on a dû trouver d'ailleurs des solutions avec la Croix-Rouge, avec le Croissant-Rouge national pour pouvoir quand même apporter de l'aide. Mais on a vu à Nouakchott, les communautés, parce qu'il y a des communautés urbaines, surtout, qui se sont tout de suite, dès les premiers moments où l'inondation est arrivée, ils ont tout de suite réagi, ils ont tout de suite commencé à travailler. Les maires locaux ont réquisitionné les gros matériels pour faire des digues, pour pousser le sable, etc. Donc c'est cette capacité de réaction et d'adaptation parce que de toute façon, ils ne peuvent pas compter sur les pouvoirs publics, ni même, puisqu'on est avec des assurances, ni même sur une assurance. Donc ils sont obligés d'être réactifs s'ils veulent pouvoir sauver ce qu'ils ont. Qu'est-ce que vous appelez une capacité de réaction et comment expliquez-vous cette capacité de réaction que vous avez constatée ici et ailleurs? Alors, je pense qu'il y a une culture du risque. C'est ce dont je crois que quand vous avez commencé l'introduction, je pense qu'il y a une culture du risque de populations qui sont exposées, qui le savent, qui ont régulièrement des inondations. Après, c'est assez compliqué parce que de toute façon, c'est dramatique. Quand on perd sa maison, voilà. Mais de toute façon, ils ont adopté cette culture parce qu'ils n'ont pas le choix, tout d'abord, et donc ils sont obligés de développer cette capacité. D'ailleurs, pour la résilience, on parle de ces capacités d'adaptation, capacité de transformation, capacité d'absorption. Et je pense que, il faut aussi nuancer mon propos dans l'actualité avec l'évolution climatique, où on voit des populations qui finalement s'adaptaient à un certain climat, à certaines catastrophes, qui évoluent, qui ne sont plus pareilles et qui sont obligées de trouver d'autres façons de les affronter et parfois difficilement. Mais en tout cas, voilà, et cette relation au territoire aussi, que je trouve assez intéressante, et la compréhension du territoire. Mais voilà, après, j'ai énormément de mal à l'expliquer. Je sais qu'en Mauritanie, on en a beaucoup parlé avec les Mauritaniens. Parce qu'eux-mêmes s'installent sur des territoires à risque. Et je me souviens d'une réunion avec un ministère et les personnes de la protection civile et le point focal du cadre de Sendai du gouvernement étaient là. Et pour plaisanter, ils ont indiqué qu'eux-mêmes avaient leur maison dans des terrains inondables. Et alors qu'eux travaillent sur le risque. Et on en a discuté avec eux. Après, eux m'ont dit c'est peut-être notre culture nomade qui fait qu'on ne voit pas à long terme, on voit à court terme. J'avoue que j'ai du mal à l'expliquer encore. Mais il y a une forme de
d'acceptation, je ne sais pas, mais en tout cas de vie avec le risque. Ce que vous appelez la culture du risque, c'est plus, ça n'est pas l'action des pouvoirs publics qui ont dit aux individus vous êtes dans des zones à risque. C'est plutôt d'eux-mêmes, hein, on est d'accord. Oui. Ok. Est-ce que vous pourriez illustrer ce que vous appelez cette capacité réactive quand des gens se prennent en main ou quand des autorités, sans que l'État fasse tout, ça se traduit par quoi ? Alors, encore une fois, moi je travaille au niveau régional, ce qui est d'ailleurs quelque chose assez frustrant parce que je vois très peu l'impact sur le terrain et c'est quelque chose qui me manque. Depuis quelques années maintenant, je travaille et donc je vois j'interviens au niveau régional et j'interviens au niveau national, donc j'ai de moins en moins de liens avec le terrain, et donc je vois moins l'impact que mes actions peuvent avoir sur les communautés. Mais j'en parlais encore avec d'anciens collègues qui sont... c'est cette faculté, et d'ailleurs, il citait un exemple de communauté qui est, je ne sais pas si vous connaissez la tontine, c'est quelque chose de traditionnel en Afrique, où on met en commun. Et là, il me parlait de communautés qui se sont adaptées d'ailleurs à ces changements climatiques et qui ont même mis au-delà ces questions de tontine pour mettre en commun les ressources et pour après les investir dans d'autres activités génératrices de revenus, comme on les appelle, pour diversifier ces activités et parce que maintenant on a moins d'eau, parce que les terres sont de plus en plus rares et parce qu'il y a aussi, sans même parler du changement climatique, il y a aussi une pression démographique qui est de plus en plus importante. Vous êtes face à un maire d'un territoire littoral, exposé, donc montagne, Céveso. Quel est l'enseignement de ces 13 années que vous avez envie, en quelques phrases, de partager avec lui ? Alors, en quelques mots, je pense que peut-être qu'on en parlera d'une manière plus précise, mais je pense que voilà, ça rejoint ce que je parlais juste avant, c'est cette capacité individuelle d'être, on peut parler de résilience, même si je trouve je travaille dessus, mais c'est un terme qu'on peut d'ailleurs critiquer parce qu'on met un peu tout dedans et ça peut vider de leur sens les autres choses. Mais en tout cas, cette capacité individuelle à réagir et je pense à être responsabilisé. Encore une fois, il faut vraiment nuancer les choses parce que une catastrophe est dramatique et il ne faut surtout pas oublier le côté humain de l'impact d'une catastrophe. Mais cette faculté d'adaptation et de culture du risque et de ne pas attendre que les pouvoirs publics interviennent et nous sauvent, mais tout de suite réagir, je pense que c'est ça la responsabilisation et la responsabilité des citoyens. Vous lui dites d'entrer en pédagogie très individuelle vis-à-vis de ses administrés ? C'est un peu ça, oui. D'accord. Alors, pour finir, et on aura ensuite nos deux témoins pour réagir, à quelles conditions, selon vous, cet élu local, cette collectivité, ce cadre de la territoriale peut lancer ce type d'action, de sensibilisation, alors sans être rejeté, d'une part, l'oiseau de malheur, et deuxièmement, en étant entendu peu à peu dans le temps, avec efficacité, et sans aussi qu'il y ait une réponse. C'est à l'État de faire ça. Je paye des impôts. Pourquoi vous, collectivité, m'entraînez-vous dans ces nouvelles réflexions un peu anxiogènes ? Ouais. Non, mais tout à fait. Alors, j'ai pas la réponse et je serais vraiment mal placé pour me situer à la place d'un élu local et surtout que, comme on le disait tout à l'heure, j'ai jamais travaillé en France. J'ai toujours travaillé à l'international sur ces questions-là. Donc, c'est quelque chose de compliqué. Par contre, je trouve que l'élu local déjà a un rôle et a une crédibilité encore qui est très importante quand on voit, et je pense que voilà, les taux d'abstention en France montrent aussi un certain délitement du jeu démocratique. Mais on a eu certaines discussions, je pense qu'il y a la nécessité d'accompagner, parce que je trouve qu'il y a d'autres actions qui se passent, notamment par rapport à la jeunesse. On parlait récemment avec quelqu'un d'un film dont j'ai oublié le titre, qui est film documentaire, qui est avec Marion Cotillard et qui suit différents jeunes, Bigger Than Us, voilà, qui suit différents jeunes à travers le monde. Et le côté amusant, c'est que je connais l'un des jeunes, le Brésilien René Silva, parce qu'il était volontaire à la Croix-Rouge brésilienne quand j'y étais. Bref, qui suit et qui montre ses capacités d'agir
à l'extérieur, d'une certaine manière, du jeu démocratique. Et je pense que là, je ne sais pas si la réponse, elle est là, mais l'une partie des choses, c'est d'accompagner ces actions. Et voilà, ça, c'est une photo que j'ai prise En France, à Angers. On a balancé, là. Où on vit avec ma femme. Et j'ai trouvé là, que ça illustrait plutôt pas mal. Et je trouve que c'est... On le lit, hein, agir au lieu d'agir. Au cas où. Au lieu d'élire. Ouais, au lieu d'élire, pardon. Je pense que les pouvoirs publics sont importants. Il ne faut surtout pas me dire que, mal interpréter mes propos. Ils sont extrêmement importants. Mais je pense qu'il faut accompagner ces initiatives et ces actions locales. Et je pense que la France le fait déjà. Il y a un tissu associatif très actif. Mais voilà. Il y a aussi des plans contre le risque. Hein. Ah oui, il y a un arsenal. Il y a un arsenal, et après Xynthia encore plus restrictif, si j'ai bien compris. Mais non, et puis il y a une connaissance du risque ici. Tous les pays, on parlait de Nouakchott, de toute façon, on ne connaît pas les zones à risque. Il n'y a qu'une cartographie des risques, il n'y a qu'une compréhension du risque fine qui permettent après de bâtir des politiques publiques. Est-ce que tous les pays européens du Nord, pour faire simple, sont à cette même enseigne, à savoir une sorte d'atterrement, vous aviez employé le terme il y a quelques jours quand on préparait cette rencontre, et de dénuement dans le drame et de dépendance vis-à-vis de l'État? Alors, je suis vraiment je serais très très mal placé, mais après je vois que l'Europe est même intéressante par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment différents systèmes de gestion de crise ou de gestion des risques. Et par rapport notamment aux assurances, je lisais une comparaison entre la France, l'Italie et la Suisse sur les différentes, avec le système français de CatNat par exemple. En Italie, je crois qu'ils n'ont pas du tout ça, et la Suisse, alors je l'ai très rapidement, mais non, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une diversité en France de gestion de en Europe, et qui touche les différents éléments, comme je disais, la prévention, la gestion de la crise, mais aussi le relèvement post-catastrophe, et notamment des assurances. Deviendriez-vous élu local à Angers? Quel serait votre premier chantier, justement, en vous disant, voilà ce que je veux apporter à mon mandat? C'est un peu de mon métier, et c'est beaucoup de cette préparation à des risques, soit qui se multiplient, soit qui peuvent survenir sans qu'il y ait une exposition plus critique à annoncer. Moi, alors, cette question elle est un peu compliquée, j'avoue, mais je pense que je m'appuierais, alors c'est pas parce que c'est là, Laurent, mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le travail que vous avez fait sur les objectifs du développement durable, et je trouve que c'est ce travail qui a été fait à Niort sur ces objectifs et les appliquer pour les atteindre d'ici 2030. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le diagnostic qui a été fait et voir ce qui participe déjà, et ne pas commencer de zéro et refaire d'autres politiques publiques ou d'autres actions, mais déjà faire un diagnostic et voir ce qui existe déjà, qui participe au développement durable, le renforcer, le rendre plus important. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Vient le moment de vous contre-questionner, cher Éric, soit nos auditeurs, soit vos voisins. Jérôme Landreau. Questionnez peut-être pas, juste éclairer. Je suis venu avec quelques chiffres d'assureurs. Évidemment. Juste éclairer sur les différents propos d'Éric. 98% des victimes des catastrophes naturelles vivent dans les pays du Sud. Autre chiffre qui m'a semblé intéressant de partager ce matin, juste une idée sur le coût de la catastrophe de Fukushima. On parlait tout à l'heure, Éric évoquait la notion de risque multidimensionnel. Fukushima en est malheureusement un très bel exemple. Ça représente en 2011 300 milliards de dollars de coûts en termes de catastrophes. En opposition au séisme que Éric a également évoqué sur Haïti en 2010, 230 000 victimes du séisme. On voit effectivement que d'un côté, dans les pays en développement, et c'est ce qui d'ailleurs m'avait un peu choqué dans la lecture de ces chiffres, on parle de coûts économiques au Japon, et puis lorsqu'on parle du séisme à Haïti, on parle de victimes, 230 000 victimes. 130 millions. Non, pas 230 millions, 230 000. Haïti, 230 000. Oui, et d'ailleurs, même
Moi, je regardais les chiffres sur parce que l'Agence des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe publie chaque année un rapport régional d'évaluation et donc on voit par exemple entre 2010 et 2018 où il y a eu 158 millions de victimes de catastrophes, tout confondu, en Afrique. Je crois que c'est à peu près pareil en Amérique latine, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que 53% des pertes économiques de toutes les catastrophes globalement étaient situées en Amérique latine. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on change aussi et on nuance, parce qu'on a souvent tendance à se dire que l'impact humain, on en a parlé, les pays du Sud sont... Bon, pays du Sud, j'aime pas beaucoup ce terme, mais sont plus impactés humainement et moins économiquement, alors que les pays du Nord, eux, ont plus de biens et exposés aux catastrophes. Et donc des pertes économiques effectivement plus importantes. Mais en fait, on voit l'Amérique latine, par exemple, est aussi fortement impactée économiquement par les catastrophes. Est-ce que, Jérôme, j'en profite, est-ce que les représentants des territoires français ici ont raison, ils sont de plus ou ils seront de plus en plus exposés à un débordement de rivières, une vague meurtrière, un accident industriel? Est-ce que les chiffres que vous observez, que vous recensez, montrent cet accroissement et donc la légitimité d'une présence dans ce type d'atelier? C'est évidemment pas si simple que ça de donner une réponse, mais on voit bien aujourd'hui l'augmentation. Peut-être deux chiffres pour illustrer cette question. La première, c'est l'augmentation en milliards d'euros. Le coût des sinistres climatiques en France moyen représente 3,6 milliards d'euros. Donc en augmentation constante. Et juste un exemple également, on a tendance à plutôt imaginer le risque d'inondation, on parlait de Xynthia tout à l'heure. La sécheresse, c'est un phénomène qui a été multiplié par 3 en impact économique depuis 25 ans. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prévision en risque majeur. On le voit bien que l'aspect multidimensionnel de ces risques, évidemment, on pense aux risques technologie, hein, on n'exclut pas la notion de centrale nucléaire comme cela s'est passé à Fukushima. Donc oui, je pense qu'il y aura à un moment donné une préparation, en tout cas, à vivre avec ces risques-là. C'est pour moi évident. À laquelle vous participerez, je crois d'ailleurs, puisque vous travaillez avec les instances comme le syndicat des DG de collectivités locales sur ces notions de prévention des risques majeurs, je me trompe? Oui, alors peut-être un peu tôt, effectivement, d'en parler, mais je pense que l'idée, elle est là. Elle est de dire, bon, agissons aujourd'hui, dès maintenant. Essayons de trouver, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure au niveau de la synthèse, mais essayons de trouver un peu les éléments qui nous permettent d'être au plus près des populations. Et je pense qu'il serait intéressant aussi d'écouter Laurent là-dessus sur son retour d'expérience. La manière dont on peut agir auprès des tissus associatifs, ce que venait d'évoquer Eric, auprès des citoyens. Et ça, effectivement, par rapport au rôle des pouvoirs publics, c'est quels sont les outils qui peuvent être mis à disposition des élus, des agents pour être au plus près du terrain et pour pouvoir acculturer quelque part la vie avec ces risques et la réactivité qui pourrait en cas d'événement majeur, en tout cas, en résulter. Laurent Audet, vous ne connaissiez pas votre voisin ni le périmètre de son expérience ou de son expertise. Est-ce que dans le prolongement de nos questions, Jérôme et moi, vous avez des sujets d'interrogation sur son parcours, sur ses convictions? Oui, moi j'aurais une question à poser à Eric suite à ses propos. C'est qu'effectivement j'ai constaté sur le théâtre d'opérations sur lesquels je suis intervenu en France, notamment en métropole, c'est ce côté de la population atterrée. C'est-à-dire que à chaque fois que j'arrivais, c'était le fait de nous dire ça fait 8 jours que ça brûle, on voit personne, j'ai 80 ans, vous comprenez, j'ai jamais vu ça ici.
Mon pauvre monsieur, voilà, c'est ça surtout sur les tempêtes, sur les inondations, voilà, sur l'ensemble des secteurs en métropole. Et parfois même on est accueilli, je me rappelle pour être accueilli en 2003 en Corse sur les feux de forêt, on est accueilli avec la machette en nous disant ça fait 8 jours qu'on est tout seul sur le territoire, on veut personne de l'État, vous repartez avec vos camions feux de forêt alors que ça brûle de partout, quoi. Voilà. Et ma question à Eric, c'est voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour toi, pour bien comprendre les solutions, il faut comprendre les causes. Qu'est-ce qui fait que la France, pays développé, pays qui a des connaissances énormes sur les risques, qui a des capacités de modélisation, de prévision, d'information, fait que lorsque ça arrive, la population est quasiment dans un état léthargique. La peur est présente, la peur, la crainte, et parfois l'action publique ne déclenche pas. Il n'y a pas de pilotage, il n'y a pas d'action publique d'engagée sur le terrain. Alors, je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, et c'est, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à ça, puisque moi j'ai beaucoup moins d'expérience que toi en France, mais j'en ai parlé avec... alors, j'avoue que c'est ce que je disais tout à l'heure, la perte, peut-être, je veux surtout pas remettre en cause, et je vois les dégâts, et notamment avec le Covid, de ce manque de protection sociale, par exemple, de ce manque d'assurance aussi dans les pays en développement. Mais peut-être que cette surprotection, je ne sais pas si on peut dire surprotection, cette protection enlève cette culture du risque dont on parlait tout à l'heure à l'individu qui finalement se repose un peu trop sur les pouvoirs publics pour réagir et pour voilà. Donc voilà, je pense que c'est là que je verrais les choses par rapport à mon expérience de populations qui de toute façon ne peuvent pas compter sur les pouvoirs publics et donc sont obligés de réagir. Et même dans toutes les évolutions qu'on voit aujourd'hui, ils sont obligés d'évoluer parce qu'ils ont des pouvoirs publics plutôt faibles. Laurent, pardonnez-moi, est-ce que, Eric, vous évoquez là l'empowerment, c'est-à-dire l'enrichissement des capacités des citoyens et ça trouve sa place dans le thème de cette année des ETS? C'est cela. Et vous le traduisez comment, d'ailleurs? Moi, j'ai donné une définition très courte et insuffisante. Non, oui, l'empowerment, c'est vrai qu'on n'a pas de traduction française pour ce terme anglais. Alors, le traduire comment, je sais pas, mais après, moi, ce que je trouve intéressant, et peut-être... Alors, il faut prendre les contextes qui sont complètement différents, mais je trouve intéressant aujourd'hui, on n'est plus là où j'interviens, en Afrique par exemple, on a longtemps été dans l'expert international qui arrive, ou national, et qui va avoir la solution pour pouvoir tout régler. J'ai par exemple en Mauritanie, quand j'appuie le gouvernement à faire le plan de contingence nationale, on est allé visiter des localités qui avaient été inondées là, et qui avaient eu des catastrophes pour voir aussi un petit peu au niveau local et comprendre la réalité du terrain et des populations. Et il y avait une ville qui avait été inondée, une petite ville qui avait été inondée dans le désert, près d'un petit cours d'eau, mais qui fait un peu comme un oasis. Il y avait des arbres en contrebas avec un cours d'eau qui passait, etc. Quand ils ont été inondés, quelques 5 ou 6 ans avant que je vienne, le gouvernement national, avec les acteurs internationaux, sont arrivés. On a dit, c'est bon, on a la solution, on va tous partir parce que vous êtes sur des terrains inondables, donc on va vous mettre en haut sur les dunes. Le problème, c'est que sur les dunes, ils sont en plein soleil, dans le désert, etc. Donc ils ont construit les maisons, ils ont relogé les gens, etc. Mais les gens, au bout d'1 an, étaient revenus près du cours d'eau parce que c'était beaucoup plus agréable de vivre là. La température était plus agréable, l'arbre, l'ombre, et puis c'était là qu'il y avait les terres pour travailler. Et donc la solution n'est pas venue du local. On ne s'est pas appuyé sur les connaissances locales pour apporter une solution. Et aujourd'hui, je trouve que on est de plus en plus en train de faire ça. Je parlais avec cet ami dont je parlais tout à l'heure, qui travaille pour World Vision, qui est au Mali là en ce moment, et qui me parlait de ces activités génératrices de revenus. Voilà, avec le changement climatique, avec la pression démographique, on a de moins en moins de terres, on a des problèmes avec l'élevage, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Et donc, c'est les communautés qui identifient, en fonction de leur connaissance du territoire, quelles pourraient être différentes activités génératrices de revenus
pour pouvoir les diversifier, et eux ne sont là que pour appuyer ces initiatives locales et donner des graines et qui deviennent autonomes après derrière. Après, c'est très joli sur le papier, ça prend longtemps et il y a beaucoup d'échecs aussi là-dedans, mais je pense que la solution, elle vient de là. On a encore 55 minutes précisément, si on est ponctuel, pour échanger ensemble sur ce point de vue un peu décalé qu'on offre aux ETS. Laurent, peut-être on va aller vers l'expérience de Niort en quelques mots, mais juste avant, sur cette idée que les gens du Sud, ont des choses à apprendre aux gens du Nord. Est-ce que vous qui avez été un peu dans ces régions, vous approuvez, et sur quel registre spécifiquement y a-t-il un transfert possible selon vous ? Alors, dans les propos d'Éric, ce que je retrouve, c'est, par rapport à mes expériences opérationnelles, c'est le côté rural, le côté oral et le côté acculturation au terrain. Je m'explique, c'est-à-dire que où je suis intervenu dans les zones les plus reculées, il y avait des gens qui étaient autonomes, capables de mettre en œuvre des moyens. C'est certainement le cas sur vos territoires aussi. On voit des petites communes de montagne, par exemple, où il y a une certaine solidarité et où il y a encore une connaissance des risques. À la différence, par exemple, sur la ville de Niort, il y a notamment une population maintenant parisienne avec le télétravail qui s'installe et qui, à la moindre inondation, est particulièrement inquiète, qui ne connaît pas les risques, qui a un mauvais comportement. On retrouve ces choses-là également dans les départements du sud-est de la France, où les résidents, face aux feux de forêt, dans le Var, ailleurs, ont une culture du feu de forêt et donc savent un peu dans quel sens il faut aller quand on voit les fumées, ils ne vont pas se mettre sous le feu. Et on voit les touristes qui ont un comportement complètement je ne sais pas comment le qualifier, déraisonné, quoi. J'ai vu dans les Pyrénées-Orientales, je ne sais pas s'il y a des gens des Pyrénées-Orientales, mais des personnes fuir dans l'axe du feu pour finir à la mer et jeter des falaises, quoi. Et c'était les pêcheurs en bas qui récupéraient les personnes soit vivantes, soit dans les cailloux, quoi. Donc des comportements qui sont complètement mal adaptés. Donc je pense, dans ce que tu dis, Eric, ce que je retrouve, c'est cette culture orale, cette culture du terrain, que je retrouve chez nous dans les petits territoires. Tu as dit tout à l'heure le rôle des maires aussi, le rôle local. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est important à la fois en termes de démocratie et de crédibilité, c'est le pilotage de l'élu local, quoi. Voilà. C'est-à-dire que dans ces situations de crise, avant que tu arrives, avant que l'ONU arrive, eh bien, il se passe des choses. Ouais. Et s'ils attendent l'ONU, si nous on attend les moyens aussi nationaux, eh bien on voit personne. Et j'ai en mémoire ce maire de l'île de Ré sur Xintia qui a cru à l'alerte. Et c'est un agriculteur à la base, voilà, quelqu'un du cru, quelqu'un qui fait des vignes, et qui est allé dans l'après-midi chercher un groupe électrogène, le mettre à sa mairie au cas où il se passait quelque chose. Et il y a eu la tempête, et forcément toute l'île de Ré était complètement sinistrée, coupée en trois. Une lumière sur l'île de Ré, une lumière. C'était à la mairie avec le groupe électrogène, avec ce maire-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde est venu là. On a piloté la crise de cet endroit-là où il y avait un maire qui a commencé à aller frapper aux portes, dire attention, il y a de l'eau, commencer à mettre en œuvre ses associations. Il connaissait l'association sportive locale qui a fait le tour de toutes les maisons pour alerter, pour sortir les personnes des maisons, etc., etc. Ils ont vu du monde que le lendemain matin, au mieux un hélico qui est passé au-dessus de la zone et qui a vu de la lumière et qui s'est posé, comme fait exprès, à côté de la mairie, sur le stade de foot, parce qu'on a dit tiens, il se passe quelque chose ici, il y a des gens vivants, on va voir ce qui se passe. Voilà. Et donc ça, je pense qu'on le retrouve dans ce que tu dis, c'est ce côté local, ce côté pilotage. Et moi, si j'ai des choses à dire, c'est pour les élus qui sont ici, c'est pour les élus, pour les DGS, les techniciens qui sont ici, effectivement, c'est de commencer à piloter et de prendre en compte la gestion de crise. Voilà, parce que la gestion de crise, on n'a pas défini non plus la crise, mais une crise, c'est bien une dérégulation des systèmes de régulation. Donc c'est quelque chose d'anormal. Voilà. Et donc ça me semble être vraiment un point commun que je retrouve entre tes propos et ce que j'ai pu voir sur le terrain. Ce thème de table ronde a été porté initialement par votre DGS, Bruno Paulmier, je crois, du côté de la ville de Niort. Qu'est-ce qui fait que depuis 2 ans, vous faites de cette ville une sorte de laboratoire de l'acculturation au risque inondation, en l'occurrence, avec des formations, des sensibilisations, alors vers les agents, vers les élus, peut-être vers la population, vous me direz, alors que vous n'êtes pas particulièrement exposé, on vit plutôt en sécurité à Niort.
Alors, effectivement, la ville, elle est engagée dans les 17 ODD, je crois que vous en avez entendu parler. Développer juste parce que... Eh bien, écoutez, on a fait un grand projet associant la ville et tous les partenaires, que ce soit l'hôpital, les associations, les mutuelles, où on a défini 8 défis des ODD, 8 axes sur lesquels on travaille. Et un de ces défis, c'est notamment vivre sur un territoire sain, équilibré, avec une population résiliente. Voilà. Et dans cet axe-là, forcément, alors c'est peut-être le fait aussi qu'à Niort, il y a beaucoup d'assurances et de mutuelles. Je pense que ça concourt à la culture, justement, de la prévention des risques. Il y a des formations même, je crois, des cycles. Voilà, voilà, justement, j'interviens à l'université, il y a les universitaires, il y a des associations sur les risques, il y a les mutuelles qui sont présentes, et on essaye de rendre ce territoire résilient. Alors la ville de Niort, concrètement, moi, je suis à la tête d'un service sur les risques majeurs et sanitaires notamment. Ça nous a permis, à titre d'exemple, d'être beaucoup plus réactifs sur le Covid. C'est-à-dire que le fait qu'on soit en lien direct, moi j'étais en lien direct avec des amis, des contacts sur l'hôpital, c'est de dire tout de suite d'alerter le maire et le DGS et de dire bien avant tout le monde, là, faut commander des masques parce qu'il va se passer quelque chose au mois de février. Donc au mois de décembre, on me dit, c'est un peu n'importe quoi, ce que vous nous dites. Je dis, si, attention, voilà. Donc, on a, nous, à la ville de Niort, donné des masques le 13 mai à l'ensemble de la population. 120 000 habitants avaient une distribution de masques avant la fin du couvre-feu. Là où le département, par exemple, a donné des masques dans les écoles 4 mois après. Voilà. Donc, ça nous a fait gagner ce temps précieux. Et ce que l'on fait, c'est cette sensibilisation-là, elle porte sur les élus, elle porte sur des exercices de gestion de crise élus et cadres. Voilà, j'y étais il y a 2 jours. J'ai fait également une réunion publique il y a 2 jours sur le risque inondation. Alors le risque inondation, il est présent, mais pas plus qu'à Saintes, pas plus que dans d'autres villes. Par contre, on dit aux personnes, et ça c'est un changement un petit peu d'orientation, et on dit, la ville n'est pas là pour vous sauver directement. On va faire de la sauvegarde de la population. Par contre, c'est à vous d'adapter votre habitat. C'est à vous de vous protéger, c'est à vous de vous informer. Nous, on vous alerte, on vous donne les moyens, mais c'est à vous de savoir comment vous organiser. Et ce qui fait qu'on a, par exemple, en fonction du niveau d'eau, on a répertorié toutes les habitations de plein pied, d'étage, et on est capable, en fonction d'un certain niveau d'eau, d'alerter les populations concernées, de les identifier, voilà, à titre d'exemple. Donc, nos mesures, il y en a plusieurs, vous connaissez les PCS, les DICRIM, des exercices, beaucoup de rétex, de l'évaluation. Voilà. De la communication sur l'évaluation, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un retour d'expérience, quand on fait ces retours d'expérience, on communique largement, on y associe parfois la population, et puis voilà, je vous disais, ce langage un petit peu difficile, qui a été difficile à mettre au départ pour les élus, c'est de dire, même à Niort, il y a des risques, quoi. Même à Niort, il y a une rupture de barrage possible, même à Niort, il y a une tempête possible, même à Niort, à 100 km d'une centrale nucléaire, eh bien, il y a un risque rade. Et il faut s'y préparer, ça ne nous coûte pas grand-chose. Par contre, le jour où ça arrive, on est un peu mieux préparé. Eric, commentaire sur cet infiniment petit, mais vous le fréquentez quand vous êtes dans des communautés andines, par exemple. Qu'est-ce que vous inspire ce propos du collègue de la sécurité civile? Non, je trouve que ça précise un peu ce que je disais tout à l'heure, et avec des actions concrètes sur un territoire. Et c'est aussi ce que disait Laurent tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi, et en particulier dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, que ce soit avec le Covid ou que ce soit avec les changements climatiques, etc., accepter le fait que les catastrophes sont de plus en plus imprévisibles aussi, et oui, accepter qu'on ne peut pas se préparer non plus à tout. Et ça, c'est aussi une question qui est extrêmement compliquée à faire entendre et à comprendre. Parce que de toute façon, une catastrophe, c'est une rupture du normal, quelque chose qu'on n'a pas attendu. Mais voilà, il faut accepter l'imprévisible. Un petit point de sémantique, et on a ensuite le micro qui est ouvert. Julie Boilet de l'ASMAC nous l'apporte. Est-ce qu'il y a une nuance entre une crise comme le Covid, interminable, et une rupture de digue qui envahit un village? Est-ce que vous avez un terme qui nuance ces 2 types de catastrophes? Oui, alors... En anglais, c'est... Dites-le en anglais, on va s'aider. Non, parce qu'on en parle déjà avant avec les sécheresses, par exemple. Ça dure dans le temps, ça peut durer plus de 2 ans, par exemple, alors qu'une inondation, ça arrive et... Bon, ça va revenir. Oui, Jérôme, je vous propose de remettre à l'écran
ce tag, voilà, ce graffiti angevin pour que ça inspire éventuellement nos échanges. Après, juste une remarque peut-être Oui, pour répondre sur la question posée à Eric. Il y a deux situations différentes quand même. Il y a effectivement les crises longues, Covid, canicule, voilà, des choses où on peut prévoir. Et il y a la situation d'urgence. Voilà. Et là, dans cette situation d'urgence, clairement, pour moi, l'élu, il est seul au départ. Les premières heures, l'élu, il est seul. Voilà. Et c'est là où il faut être capable, moi ce que j'appelle, c'est de développer des forces de réflexion rapide, hein, c'est-à-dire qu'autour de cet élu-là, il y ait des personnes de confiance, des gens capables d'intervenir un petit peu en un milieu inconnu, face à des environnements complexes pour être capable de réagir sur ces premières heures. Voilà. C'est ce qui me semble important aujourd'hui à retenir, moi, pour les collectivités. Et la cinétique de la crise, elle a tout son sens. Didier Gentroux, bonjour à vous, représentant du CNFPT Occitanie. Je vous mets un peu en difficulté, mais c'est juste que je me disais que ces réflexions sur des transferts de connaissances, on est dans le knowledge management, comme on dit, pouvez-vous, formateurs, ingénieurs en formation, pouvez-vous sensibiliser? Comment vous avez trouvé cette idée d'aller apprendre et prendre ailleurs pour éventuellement mieux développer la connaissance des populations en France? Alors, merci. Moi aussi, je suis dans la prévention des risques quand je te vois. Sans préparation. Ouais, non, je pense qu'on y travaille déjà depuis longtemps. Tu le sais bien, puisque tu as animé déjà une manifestation dans ce sens-là il y a 2 ans. Nous avons œuvré pas mal. Alors nous, à Toulouse, on a eu quelques petites péripéties comme AZF, enfin, des petits trucs comme ça. Et c'est vrai que quand on entend parler de ces petits phénomènes, on voit vite les réactions des populations, des maires. Moi, je peux vous dire que j'étais dans une commune à l'époque, d'Est, à quelques kilomètres. Pourtant, j'étais dans une conférence beaucoup plus loin. Le maire m'a appelé. On avait tout mis en place l'après-midi pour aider la ville de Toulouse avec les équipes, etc. Donc, je pense qu'on sait faire dans les collectivités, le maire. Mais tous les maires autour avaient fait pareil. Tout le monde. Il y a une solidarité. À Castres, quand j'y étais aussi, c'était des inondations que l'on connaît bien dans le sud de la France. Et là, pareil, il y a une solidarité. Même Toulouse avait envoyé des pompes, etc. Donc, je pense que les collectivités peuvent savoir faire. Le problème, enfin, moi, que j'ai trouvé, et c'est là où on les forme, c'est dans la préparation. Dans la préparation, et parce qu'on s'était aperçu, par exemple, pour les motopompes, c'est que ça s'entretient. Et le jour où on les met en place, eh bien, on ne les a pas entraînés, les motopompes. Et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il y a au-delà de la gestion globale, il faut aller jusqu'au plus bas et entretenir le matériel, etc., former les gens. Il faut qu'ils réagissent. Un épisode de neige, neigeux, tout simplement, ça peut être une catastrophe. Et là aussi, il faut avoir prévu tout. Et donc, les collectivités savent faire, si ce n'est qu'après, c'est l'organisation. C'est la réaction. Et c'est vrai que souvent, dans les petites, moyennes collectivités, ça va très vite. Et les grosses ont beaucoup plus de mal parce que même si elles sont préparées, même si elles sont vraiment identifiées, c'est beaucoup plus gros à mettre en place. Et donc, c'est vrai que les collectivités qui s'y préparent ont une bonne réaction. Et là, la formation peut leur apporter, parce la pédagogie, c'est se répéter souvent. Et pour ce genre de phénomène, il faut se répéter tout le temps. Est-ce qu'en tant que CNFPT, quand vous mettez en place des formations sur la gestion, le traitement, la prévention, la réaction d'urgence aux crises, etc., vous trouvez facilement du territorial qui s'y inscrit, d'une part, ou alors il faut maquiller un peu le thème parce que par superstition, on ne va pas trop non plus traiter de ce sujet, des fois que ça ferait venir les ennuis, quoi. Alors je vais être grivois, mais la crise, on s'en fout. C'est quand ça arrive qu'on y pense, quoi. Souvent, c'est ça le problème de la gestion des crises, c'est qu'on s'en moque. On est assuré d'ailleurs. Et voilà. Et quelque part, les gens, on forme le personnel sur quelque chose une fois que la crise est arrivée. Moi, je vois, ne serait-ce qu'en signalisation routière, un gars se fait tuer sur la route. Il faut former tout le personnel. Non, c'est avant qu'il faut le former. Et tout le temps, en continu. Et pour ce genre de gestion de crise, c'est tout le temps en continu. Quelle que soit la crise, il faut tout le temps former. Tout le temps. Et on s'aperçoit que sinon, on oublie. On oublie. Rapidement. Réaction sur ce témoignage de formateur, donc... Moi, je peux que corroborer. Forcément, à la ville de Niort, justement, on fait 4 exercices de crise par an avec élus, et on associe les élus et les cadres. Et
Je pense, alors le fait que la ville de Niort ait choisi un officier de sapeur-pompier pour être présent, c'est qu'effectivement on a le réseau, on travaille avec mes anciens collègues du SDIS, on simule des choses et dans la tête de mes collègues directeurs de service, il s'est passé quelque chose en se disant demain on peut être concerné. Et surtout, moi je les prépare à dire voilà, si Laurent Audet n'est pas là, ils sauront faire. Et je sais qu'ils sauront faire. Mais non seulement ils sauront faire sur une crise qui est dans le PCS, qui est inscrite, mais ils auront acquis aussi une agilité. Ils auront acquis une méthode de raisonnement, ce qu'on appelle une méthode de raisonnement tactique. Ils auront acquis des savoir-faire, le fait de savoir travailler ensemble qui va les rendre actifs. Ce qu'il faut bien, moi, ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'il faut du pilotage. À un moment donné, on se retourne et on dit, il est où le patron là ? C'est qui pilote là ? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la crise ? Et je l'ai vu sur les interventions, mais c'est vrai à la mairie. À Niort, je suis allé voir le maire à un moment donné, je lui ai dit, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait là avec le Covid ? C'est maintenant, vous envoyez le bon ce soir, vendredi, 23h, où ça passe à côté. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Bon, les élus me regardaient comme ça, mais à un moment donné, il faut cette question-là. On est en rupture, voilà, il faut prendre une décision. On ne sait pas si elle est bonne, on ne sait pas si elle est mauvaise, mais il y a même un enjeu démocratique derrière. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de confiance dans l'élu, il y a un enjeu de représentation de l'élu, et si l'élu, il n'est pas là, il perd sa crédibilité. Dans la population, alors les pompiers, 95% de confiance, 60% le maire, 15% le gouvernement. Voilà. Donc, moi j'ai la chance, j'ai à la fois la casquette parfois pompier et la casquette un peu territoriale, mais ça veut dire qu'on doit être présent. Voilà, il y a cet ancrage qui est présent et le maire, il a ce rôle. C'est pour moi un enjeu vraiment important de démocratie. Ça pose la question de l'échelon national, de la gestion des crises au niveau national. On le voit par exemple s'il y a des choses qui se passent pas forcément bien sur le Covid, c'est aussi que c'est piloté au niveau national. Je sais très bien que sur la première vague du Covid, Strasbourg et puis le Sud-Ouest, c'était pas la même chose, quoi. Très concrètement. Et déjà que imaginer un risque Covid, un risque virus, les gens ne savaient pas trop ce que c'était. L'appréciation de chacun est très très différente. Mais lorsqu'on a des personnes qui sont en réa ou lorsqu'on n'en a aucune ou on connaît personne qui a le Covid, l'appréhension, elle n'est pas du tout pareille. Et la réaction des populations, elle n'est pas du tout pareille. Et monsieur, vous avez complètement raison, c'est que moi je vois effectivement les élus mettre en place des plans une fois que la crise a lieu. AZF, c'en est un exemple. J'étais sur un territoire où il y avait de l'ammonitrate. On me disait il faut réduire le périmètre autour de ce site d'ammonitrate parce que ça n'explose pas. Donc de 500 mètres, on l'a passé à 300 mètres. Le sous-préfet est sur place, a pris devant les caméras de France 3 de l'ammonitrate, on a mis dans la bouche pour dire voyez, c'est pas dangereux. Il se passe, moi on me dit capitaine, calmez-vous parce que vous allez mettre un peu en danger le service. Là, voilà, le sous-préfet a dit ça, vous faites comme ça. Arrive à AZF, le périmètre qui était à 500 mètres passe à 1 km. Sans réunion, sans rien. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand on dit attention, voilà, eh bien, c'est pas pris en compte. À la ville de Niort, voilà, quand je dis au maire, monsieur le maire, c'est une mauvaise idée de faire un parking souterrain ici, sous ce bâtiment, parce qu'il y a l'ASF pas loin, eh bien, le maire, il dit ah bon, pourquoi ? Et on lui explique et il comprend. Et il dit ok, je ferai pas de parking souterrain et ça évitera les décès comme à Nice, où les personnes vont chercher les mauvais comportements, ce que je disais tout à l'heure, elles vont chercher leur voiture alors qu'il y a de l'eau qui rentre dans le parking. Laurent Audet, cette fonction, bien sûr que je me mets à votre monsieur. Alors, on va vous donner la priorité, Julie, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci pour vos interventions. Je dois dire que je suis un peu surpris de ce qui se dégage en filigrane de vos propos, notamment sur la responsabilité individuelle qui viendrait finalement primer la responsabilité collective. Vous l'avez exprimé à plusieurs reprises. Le premier conseil à un élu, c'est sensibiliser vos populations et renvoyer leur la balle quelque part. Or, moi, il me semble qu'à l'inverse, la gestion de crise, c'est une organisation collective très poussée, très complexe. On l'a vu également sur le Covid, où là, précisément, d'une part, il y a eu des mobilisations spontanées, collectives, des brigades d'aide aux personnes vulnérables, etc. Mais quand on voit les moyens qu'il faut déployer en termes de logistique, de prise en charge hospitalière de soins, quand on pense aux procédures PCS, centre opérationnel départemental, etc., je ne vois pas bien en quoi la réponse... Alors, les deux ne s'excluent pas évidemment, mais c'était quand même ce qui prédominait dans vos propos. Et du coup, j'ai du mal à percevoir l'apport véritable des expériences du Sud, quand on entend également que 98% des personnes touchées sont issues des pays du Sud. Alors évidemment, la sinistralité et l'exposition au risque est sans doute accrue, mais on peut aussi supposer que c'est parce que l'organisation collective est plus défaillante que la protection des populations et que la prise en charge systémique du risque est du coup moins efficace. Je ne dis pas que l'organisation collective en France pour
pour ce que je connais un petit peu, n'est pas perfectible et le Covid l'a aussi montré. Mais voilà, juste une réaction un peu à chaud. Je trouve que l'approche libérale du risque est presque dans une dimension survivaliste ou organisation communautaire. Je tire un peu le propos, mais j'avoue avoir été un peu heurté lors de votre intervention. Donc, je vous en fais part à chaud, on peut discuter tranquillement. Et voilà ma contribution. Non. Oui, non, mais je pense qu'on pourra en discuter parce que je trouve ça intéressant. Et surtout, je ne veux pas non plus, comment dire, il y a eu une organisation collective. Je ne dis pas que les individus en eux-mêmes, c'est la communauté en elle-même, collectivement, qui va réagir face. Et d'ailleurs, comment dire, cet impact aussi s'explique aussi par la faiblesse des pouvoirs publics. Les 98% et l'impact humain, c'est aussi la faiblesse des pouvoirs publics à gérer une crise, mais même à contrôler et à gérer le développement, par exemple, urbain dans les pays, et donc laisser les villes, par exemple, pour citer cet exemple, comment dire, s'agrandir sans aucun contrôle et aller sur des terrains. Voilà, donc cette faiblesse-là. Mais c'est une résilience collective. De toute façon, c'est pas vraiment l'individu, c'est la collectivité, c'est la communauté qui va répondre à la catastrophe et qui va réagir ensemble. C'est pas l'individu tout seul. Enfin, je sais pas si j'ai bien compris, mais moi, en tout cas, mon propos, c'est pas voilà, et qui se responsabilise et qui va réagir parce qu'elle n'a pas les pouvoirs publics qui sont là. Et bien évidemment, les pouvoirs publics sont extrêmement importants, et vous avez raison. C'est aussi pour ça qu'il y a autant et c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ils sont obligés de s'organiser eux-mêmes sans attendre les pouvoirs publics. Voilà. Laurent. Oui, enfin, moi je comprends bien vos propos, puis là je vais mettre ma casquette un peu ministère de l'Intérieur quand même. En France, il y a une très belle organisation de sécurité civile. Voilà. Il y a, vous avez évoqué le COD, le centre opérationnel départemental qui se met en place. Au-dessus, il y a les zones, il y a le COGIC, voilà, il y a la CIC. Il y a des choses qui se mettent rapidement en place. On a un vrai savoir-faire, on a des experts, on a un dimensionnement qui permet de répondre rapidement aux crises. Ça, c'est clair, c'est l'échelon. Dès lors que la machine se met en route, on sait faire. On a même un mécanisme européen qui nous permet d'envoyer des avions à Athènes lorsque ça brûle, etc., ou dans les pays pour des crises sanitaires. Donc ça, c'est clair. Voilà, c'est pas là mon propos. On sait faire, on a cette expertise. Par contre, ce qui est important, je dis, c'est le comportement aussi individuel, c'est les premières heures, c'est l'attitude de chacun. Et ce qu'on a à apprendre du Sud, moi je crois qu'il y a beaucoup la culture orale, il y a beaucoup la connaissance, parce que les personnes n'ont pas été brassées dans les populations au moins, ou alors elles sont nomades, mais elles connaissent les risques. Nous, on a vécu, à mon sens, avant les années 2000, je dis avant 2000 parce qu'on voit qu'en 2000 ça s'active très vite, on a vécu dans une forme où on disait à la population, ne vous inquiétez pas, l'État est là. Vous inquiétez pas, Tchernobyl, il n'y a pas eu. Voilà, Tchernobyl, c'est pas passé. J'avais pris quelques petites notes pour vous refléter un petit peu cette situation-là. Mais ça commence à Céveso. Céveso, T0, il n'y a aucune info. T+3, il n'y a aucun danger. J+12, tout est sous contrôle. J+13, on évacue. Voilà. Tchernobyl, silence, il y a de l'URSS, il ne se passe rien, il ne s'est pas passé quelque chose. Nous, en Corse, nos pompiers, ils ont des dosimètres qui sonnent de tous les côtés, mais il ne se passe rien. Voilà, donc ça a donné un sentiment d'inertie, d'incohérence, parfois d'incompétence, voilà, et un système d'alerte qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que depuis la guerre 45, on ne sait même plus faire sonner nos sirènes. Nos anciens, en 50, on faisait sonner une sirène partout dans n'importe quel village, tout le monde savait qu'il se passait quelque chose. Aujourd'hui, attentat de Nice, la sirène à 1h54, alors que sur toutes les télés passe en direct le camion qui est en train de piétiner, de rouler qui fera 80 morts. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si dans vos collectivités, vous êtes capable à l'instant T d'alerter votre population. C'est clairement le rôle du maire. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est votre responsabilité, c'est d'alerter la population. Et puis, en 2000, un enchaînement incroyable qui nous a secoué la sécurité civile. 2001, World Trade Center, des avions qui se mettent dans une tour. Moi, quand j'étais pompier, on m'a appris, une tour, ça ne s'écroule jamais. Il y a un axe au milieu, ça brûle, on évacue, ça ne s'écroule jamais. Je fais un feu à Montparnasse, vous allez dans les IGH de la Défense, tout le monde fera pareil. Les pompiers new-yorkais font la même chose, ils montent dans les étages comme un seul homme et ils vont à la mort.
Voilà, parce que dans leur inconscient, on n'avait jamais préparé des avions dans des tours. AZF, voilà, ça n'est pas censé exploser. Il y a un cratère qui fait 30 mètres de profondeur, un lycée à côté qui est pulvérisé, etc. Les feux de forêt en 2003, en Corse, quand j'arrive, 17 feux sur l'île de Corse, il y en a que 3 où il y a des moyens dessus, aucun moyen. Voilà, le Cap Corse, je l'ai vu dessiner, c'était magnifique depuis le bateau, mais c'est comme ça qu'on découvre la Corse, tellement c'est enflammé. Violence urbaine en 2005, moi j'avais couvre-feu, premier couvre-feu depuis mai 68 quand même. Des feux de partout, je pense que la SMAC s'en rappelle parce que des feux de gymnase, des feux de tous les côtés, ça fait, j'ai vu 250 millions de coûts aux assurances, je crois, les violences urbaines. Xintia en 2010. On enchaîne, alors Xintia, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et on enchaîne après avec la période d'attentat, Charlie Hebdo en 2015, les commandos des terrasses forcément qui nous font des morts, le Bataclan, l'attentat de Nice et au Covid jusqu'à aujourd'hui. Donc dire qu'on est moins exposé, et je passe sur Trébès, je passe sur La Roya, voilà. Dire qu'aujourd'hui nos territoires du Nord sont moins exposés que le Sud, c'est pas vrai. Voilà, ça arrive n'importe où. Voilà. Et pour ça, il faut être capable de se préparer. Et dans ce sens-là, on a une très belle organisation en France. On sait faire, effectivement. Par contre, on a ce côté de continuer à sensibiliser la population. Là où je pense que les pays du Sud ont cette sensibilité-là, et peut-être pas l'organisation au-dessus, d'où l'intérêt de l'ONU. Oui, et puis aussi pour nuancer d'une certaine manière, parce que tout n'est pas parfait, et on a à apprendre. Et au contraire, on citait les 98% par exemple, et c'est juste, je trouve intéressant en tout cas de sortir aussi des fois d'un discours où finalement c'est ce que Bruno disait au début, où finalement on n'a rien à apprendre non plus de ces pays-là. Je pense qu'on a des choses à apprendre et eux aussi d'ailleurs ont des choses à apprendre par rapport au développement qui s'est passé et de notre organisation, etc. Mais voilà, c'est plus dans l'échange, mais il faut vraiment nuancer, et c'est pour ça que je travaille d'ailleurs dans ces pays-là. C'est qu'il y a énormément de défauts et de défaillances, notamment des pouvoirs publics, mais pas que, sur ces questions-là. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Pierre Dervieux, je suis DGS de la ville de Vichy, donc soumis au risque inondation. Je voulais revenir rapidement sur la question de la responsabilité individuelle, parce que je suis pas du tout d'accord en fait avec le précédent intervenant. Je pense qu'au contraire c'est crucial parce que on est dans un territoire aujourd'hui en France où on a un maillage territorial qui est extrêmement fort, une présence de l'État extrêmement forte et des collectivités, et les individus ont tendance à se reposer exclusivement sur cette organisation et à rester relativement passifs ou en attente, y compris sur des situations d'urgence, sur des phases d'urgence. Deux petites anecdotes pour illustrer le propos. Il y a quelques années, situation de crue, inondation un petit peu partout en ville. On traite la situation d'urgence. On est encore dans la phase d'urgence. On fait le tour un petit peu du centre-ville pour voir où sont les problèmes majeurs à gérer. Et là, on tombe sur un commerçant qui nous dit « Qu'est-ce que vous allez me donner comme aide financière ? Je suis inondé. » Et on lui dit « Mais attendez, monsieur, bon, déjà, on avait un petit peu autre chose à faire. On était en train de sortir les populations de chez elles, etc., en lien avec le SDIS. On lui dit, mais bon, vous êtes inondé, mais vous avez sans doute une assurance. Et là, clin d'œil à la SMAC. Ah ben non, ça coûte trop cher, je ne me suis pas assuré pour ce risque-là. Donc ça, pour moi, voilà, c'est typiquement le cas de quelqu'un qui refuse sa responsabilité, qui se repose sur le collectif. Un deuxième cas, en situation de crue toujours, une personne qui commence à se mettre à l'eau avec un canoë pour aller se promener. Et donc, on arrête la voiture, on lui explique, monsieur, on est en crue. Voilà. Pour moi, la responsabilité individuelle, ça passe aussi par ça, par pas surajouter effectivement des risques aux risques. Et je pense que la perception individuelle du risque en France, du fait de cette bonne organisation des secours et de cette bonne prise en charge par les collectivités, est un petit peu biaisée et qu'on perd beaucoup en responsabilité individuelle. Je crois que Vichy vient d'être classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que ça change l'écoute que vous avez de ces questions ça vous impose des Alors, choses? Pas en termes de gestion des risques naturels, je dirais. Plutôt en termes de gestion du risque, terrorisme, mouvement de foule, etc., même si le Covid a fait un petit peu passer au second plan cette problématique-là. Mais c'est évident qu'en termes de ce qu'on appelle la logique de sécuricite, et pour la sécurisation des flux touristiques et des flux de population, ça va changer les choses. Ouais.
il y a le risque. Mais venez visiter Vichy, profitez du patrimoine UNESCO. Merci de m'avoir offert cette tribune. Je crois que je vais profiter aussi de l'occasion sur l'actualité de Vichy, mais on en reparlera tout à l'heure avec Laurent. C'est toute la mise en place actuelle en réflexion que vous avez sur les plans intercommunaux de sauvegarde. Je crois qu'on fera un petit laïus sur la loi Matras, Laurent, à cette occasion. Mais voilà, il y a effectivement cette réflexion globale qui est assez intéressante sur votre territoire. C'est le risque esthétique maintenant qui vous menace, celui de maintenir la beauté de cette ville. Bonjour monsieur. Bonjour, Émile Bébaud, je suis du CNFPT Martinique et je voudrais réagir à la fois en complément de ce qu'a dit le directeur d'Occitanie et puis la problématique de la prévention, l'anticipation, pour apporter un témoignage par rapport à un itinéraire de formation que nous avons mis en place, que nous avons intitulé Itinéraire manager des risques à l'échelle des Antilles et de la Guyane, parce que nous sommes la Guyane un peu moins par rapport à son positionnement géographique, mais globalement nous sommes soumis, assujettis, je ne sais pas comment dire, à tous les risques volcaniques, cycloniques, tsunamis, glissements de terrain, en plus des risques technologiques. Et nous avons mis en place cet itinéraire qui a en 4 ans, c'est-à-dire de 2018, parce qu'entre-temps la crise a un peu stoppé les choses, parce que comme il faut que tous les stagiaires des 3 territoires puissent y participer, il y avait les restrictions sanitaires, etc. Et nous avons mis en place 4 promotions d'agents, ce qui représente à peu près 90 personnes, une centaine de personnes, dont le tiers a poursuivi en DU avec l'université Cergy-Pontoise, et ça nous a permis en fait de beaucoup travailler sur la prévention, sur la professionnalisation aussi des agents dont certains étaient déjà peu ou prou dans une démarche empirique, et puis d'autres qui ont vraiment embrassé la problématique sans y avoir été immergés auparavant. Et ça a apporté plusieurs choses, c'est-à-dire cette professionnalisation donc avec un savoir et un savoir-faire très éprouvé au sein des collectivités. Une reconnaissance aussi, parce que certains d'entre eux sont vraiment identifiés comme experts au niveau du territoire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette formation, elle irrigue aussi, et elle s'irrigue à travers les expériences, parce qu'il y a des retours d'expérience qui sont organisés avec les différents partenaires, notamment le STIS, mais pas seulement, pour vraiment faire le bilan de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Surtout que ces 2-3 dernières années, il y a eu vraiment, notamment sur l'angle cyclonique, on a eu des choses d'une rare violence et qui, en fait, ont remis à plat les certitudes, en fait, de ce qu'on pensait savoir, connaître du cyclone, etc. Et ça a été particulièrement intéressant. Et là, nous sommes en train de réfléchir à aller plus loin par rapport à cette formation pour qu'elle soit encore plus probante et encore mieux ancrée dans les territoires et dans les problématiques avec les populations. Voilà. Merci beaucoup de ce signalement d'initiative. Madame, on va prendre quelques questions en rafale et puis on a un 7 règles de la résilience territoriale sous le coude, mais si vous êtes prioritaire. Bonjour madame. Bonjour, moi je suis l'Eurométropole de Strasbourg, je ne travaille pas du tout sur les risques, mais sur la transition écologique, mais je voulais faire 2 réflexions. Déjà, j'ai des enfants qui ont une dizaine d'années et eux, ils ont déjà vécu des inondations, un attentat, des militaires qui patrouillent devant leur école et le Covid les dernières années. Et je pense qu'en fait, les jeunes générations, elles ne sont plus du tout dans l'illusion de ce qu'on a pu connaître d'une société dans laquelle le risque n'existe pas et la puissance publique est toute puissante. Et en fait, la question que je me pose, c'est plutôt comment est-ce que justement on amène à l'action. Enfin, je trouve que c'est intéressant votre agir au lieu de délire, mais en tout cas, je suis pas sûre que. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. J'ai pas de réponse à cette question et c'est un peu celle que je vous pose. Comment est-ce que finalement on utilise ce terreau-là, c'est-à-dire maintenant qu'on va avoir des générations qui ne sont plus dans ce monde d'avant.
comment est-ce qu'on utilise peut-être leur capacité à agir pour changer les choses et être sur des responsabilités individuelles et peut-être des actions collectives qui viennent de cette responsabilité individuelle qui vont dans le bon sens en fait. Superbe. Je vous propose de laisser ça en suspension. C'est en train d'être pris en tête par nos collègues. Julie, si vous voulez bien, dans l'axe, pardon, je vous montre du doigt, monsieur. S'il y a d'autres prises de parole, signalez-le nous. Bonjour, monsieur. Jean Desmoreau, j'ai été longtemps DGS de collectivité. Je suis président observatoire de la MNT. Mais là, je parle surtout en termes de directeur des réseaux des territoires de la Commission européenne. Donc, je viens de prendre mon poste il y a 15 jours. Mais je faisais déjà des missions au niveau de l'Europe sur la zone Afrique, l'Amérique latine et l'Europe de l'Est. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ce que vous évoquez, mais simplement deux remarques qui ne sont pas des critiques, hein, mais que j'aimerais bien que vous puissiez nous expliciter. C'est que vous avez évoqué, en prenant le terme pays du Sud, peu importe le terme, on peut faire des pays en voie de développement, peu importe le terme qu'on emploie, on a bien compris ce dont il s'agissait. Mais je voudrais faire part d'une expérience où moi j'interviens surtout sur les questions de déconcentration, décentralisation et d'organisation des collectivités dans les pays étrangers. Et j'avais remarqué que quand j'ai assisté en fait à un certain nombre de crises, que l'appréhension de la crise dans les pays du Sud n'est pas du tout la même que chez nous. Parce que je pense qu'il y a des phénomènes de culture qui interviennent, de conception des choses. Et nous, tout ce qu'on explicite dans cette affaire, ils n'ont pas la même chose. Je pense qu'il y a une raison à cela. D'abord, ils ont beaucoup moins d'organisation. C'est vrai que nous, en France, en Europe et en France en particulier, il faut le dire, même au niveau européen, on est assez exemplaire dans ce domaine. La question est quand même un peu différente. C'est qu'il y a un véritable paradoxe entre le collectif et l'individuel. Le collectif est bien organisé, mais quand il se produit une crise, l'individu, lui, n'a pas du tout la même appréhension, la même conception des choses. Alors, selon qu'on est dans le Sud ou dans l'hémisphère Nord, on a des réactions différentes. Dans l'hémisphère Sud, la solidarité, il y a moins d'organisation. Il y a moins d'organismes qui s'en occupent. Donc les réponses aux situations de crise sont plus spontanées. La solidarité s'opère de façon opérationnelle assez vite. Et le chef de file devient désigné de fait sans qu'on passe d'éléments. Dans les pays du Nord, malgré toute l'organisation qu'on a, la puissance de l'organisation qu'on a, où effectivement il y a autant de catastrophes qu'au Sud, on ne les gère pas de la même façon. Il manque quelquefois, vous avez expliqué d'ailleurs, très bien expliqué le collègue de Niort, ce qui se passait, il y a plein d'organismes, c'est que souvent, savoir qui va piloter, qui va être le chef de file dans cette affaire. C'est un problème qui ne se pose pas dans l'hémisphère sud, il se pose chez nous, ce qui fait qu'il y a une déperdition de temps considérable dans la réaction. Je sais bien qu'une crise, on ne la gère pas, on la subit. On est tous d'accord là-dessus, mais néanmoins, sur les réponses qu'on apporte, la temporalité dans l'hémisphère nord est beaucoup plus long. Alors, vous avez cité des exemples d'un tas de choses qui sont passées. Si on rentrait dans le détail, on s'apercevrait qu'effectivement, il y a une vraie problématique qui se pose, dans le sens où, effectivement, les réponses, elles sont souvent a posteriori, mais très a posteriori. Alors, on a fait des améliorations, mais je pense que c'est dû à la multiplication des organismes. Et si on prend l'exemple, je m'arrêterai là, je ne vais pas être trop long, du Covid, on a vu ce qui se passait, le processus de décision, et ça passe en commission d'experts, commission scientifique, conseil de défense, etc. Rien que pour savoir s'il fallait des masques ou s'il n'en fallait pas. On a pris un temps considérable, pour le reste, j'en parle même pas. Et finalement, on ne tire pas vraiment les leçons dans cette affaire. Bon, mais quand c'est des catastrophes beaucoup plus importantes, qui touchent directement parce qu'elles sont spontanées, elles sont inattendues, ça engendre de l'incertitude et la réaction n'est pas la même. Alors je crois que si on a une expérience à tirer dans ce qui se passe dans les pays du Sud, c'est quelque part cette proximité de réactivité et de réaction est importante. Il faudrait qu'on en tire parti avec les organisations puissantes qu'on puisse avoir et qu'on définisse une fois pour toutes qui est le chef de file et qui est le pilote. Alors c'est vrai dans le domaine des risques, mais dans notre société développée, c'est vrai aussi dans beaucoup d'aspects où tout le monde veut être le chef de file, veut être de son mot. Et comme une société de communication, c'est le premier qui va communiquer, conseiller comme le chef de file, alors que ce n'est pas forcément le plus adapté et le plus compétent pour le faire. C'est juste une réflexion et un constat que j'ai fait, que je voulais vous faire partager. Et même une proposition. Alors, question, proposition, humeur, monsieur. Alors, je vous propose de garder votre masque, puisque ce micro est sans doute un foyer de visiteurs. Pardon. Denis Lamarzel, donc cadre territorial, mais avant d'être cadre territorial, j'ai fait une dizaine d'années dans l'humanitaire, notamment dans les ONG et au PNUD, donc je connais bien le
contexte. Et aujourd'hui, je suis toujours le représentant de mon ONG en Bourgogne-Franche-Comté. Juste une petite remarque rapide. On est sur une plateforme, et je suis membre de la DTI-Net, j'ai oublié de le dire. Voilà. Juste une petite remarque rapide. Pour avoir essayé de faire jouer des assurances dans des pays du Sud, notamment africains, c'est quasiment impossible. Voilà, c'est un élément important en matière économique. On est sur une plateforme de l'ATSMAC, là. Là-bas, dans bon nombre de cas, l'assurance est une taxe que vous payez, notamment sur les voitures, les maisons, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ensuite de ça, quand il y a un problème donné, petit ou moindre catastrophe qui arrive, que vous essayez de faire jouer l'assurance, vous vous rendez compte que vous rentrez dans un débat des contentieux interminables, etc. D'où le fait que, en termes d'indicateurs, on voit plus la notion de vie humaine impactée dans ces catastrophes, cataclysmes, etc., plus que la notion économique, entre autres. Voilà. C'était juste une petite remarque économique. Tous les ajouts sont bons. Est-ce que nous clôturons ? On peut peut-être répondre. Juste, on va y venir. Je préfère vraiment épuiser notre auditoire. Bon. Philippe Molière, je suis responsable prévention et action sociale à la MNT. Je vais donner 2-3 chiffres et puis rapidement une question. Il y a eu à peu près 14 arrêtés de catastrophes naturelles depuis le début de l'année, uniquement sur inondations, coulées de boue en France. À peu près 1600 communes concernées. Il y en a qui ont été touchées 3-4 fois. À Angers, que je connais bien, il y a 3 rivières qui se jettent dans une et dans un fleuve. Il y a beaucoup d'eau et la population qui est installée là depuis longtemps a cette connaissance. Oui. Je vais à Toulouse où j'habite, il y a à peu près 15 000 nouveaux habitants dans la métropole chaque année. Alors comme je suis dans la prévention, je me suis abonné à l'alerte de la mairie et donc je reçois des alertes. Depuis AZF, ça existe. Le problème, c'est que les 15-20 000 qui arrivent dans la métropole, ils n'habitent pas forcément à Toulouse, mais que le risque AZF, il a concerné plein de gens autour. Et donc, ma question, c'est de savoir comment, dans la fragilité qui a été soulignée des métropoles et des grands ensembles, on arrive justement à embarquer la population sur ces enjeux, parce que si je fais quelques kilomètres et que je vais dans l'Aude, là où il y a eu des inondations très importantes il y a quelques années, en fait, les services ils se sont déployés tout de suite, mais la population était là pour aider, parce que c'est des territoires ruraux et qui savaient quoi faire. Voilà, donc comment on associe les flux de population dans ces enjeux de prévention des risques dans les métropoles ? Alors pour information, nos intervenants resteront encore une demi-heure à votre disposition entre 11h et 11h30 si vous voulez aussi avoir des apartés ou des réponses plus minutieuses. De quoi les survivalistes ? Ah, monsieur, bien sûr, on va terminer sur... Je pose une question au passage, vous la traitez ou pas, mais de quoi ces survivalistes sont-ils le nom finalement en matière de gestion de crise ? Est-ce que c'est justement l'extrême, c'est-à-dire l'État, je ne veux plus de l'État comme organisateur de ma sécurité et je prends tout ça en charge ? Et autrement dit, qu'est-ce que les survivalistes peuvent apprendre finalement au pouvoir public ? Monsieur. Merci. Julien Veillard, je travaille à la région Hauts-de-France à la direction de l'agriculture. Dans nos pays du Nord dits développés, on se prépare surtout à des crises relativement ponctuelles. Et quid de ce qu'on appelle maintenant des crises systémiques plus longues, dont la probabilité risque d'augmenter avec changement climatique, contraintes sur l'approvisionnement énergétique. Est-ce que les pays du Sud, qui eux, pour certains d'entre eux, sont plutôt en mode crise permanente, ont justement pas énormément à nous apprendre sur ce type de risque ? Merci. Il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce que... Alors, Eric, en premier lieu, de façon pointilliste ou synthétique, est-ce qu'il y a des remarques sur la génération à venir, etc. On démarre par vous. Hein. La première chose, c'est que je serais très intéressé de discuter avec la personne de Martinique, parce que je pense qu'il y a vraiment voilà, je travaille aussi avec le bureau régional d'Amérique latine, et il y a des expériences dans les Caraïbes aussi à récupérer. De ce que vous avez fait. Je ne sais pas si vous travaillez pour documenter en tout cas votre expérience, la formation, et pour peut-être s'en servir dans des contextes qui sont plus ou moins similaires. Je pense que ça peut être intéressant, mais j'imagine que vous travaillez déjà avec d'autres ou au moins d'autres gouvernements. Non, le monsieur qui n'est plus là, je crois. Si, voilà. Non, vous avez parfaitement résumé en fait exactement ce dont on parlait.
J'ai rien à ajouter. En fait, vous avez exactement résumé tout ça, donc il n'y a pas vraiment de questions là-dessus. Sur les questions d'assurance dans les pays du Sud, c'est très compliqué. Les pays en développement, effectivement, et en particulier en Afrique, pour citer quelques chiffres, très récemment, là, j'ai été invité à assister. C'est la Munich Re Foundation là, qui a organisé quelque chose justement sur ces questions maintenant qu'ils appellent d'assurance inclusive. Il y a vraiment un mouvement qui se passe de plus en plus. La Banque mondiale appuie beaucoup les pays. Alors moi je connais surtout l'Afrique, mais je sais que la Banque africaine de développement aussi appuie beaucoup les pays. Maintenant, le PNUD s'y met. Il y a l'ARC, d'ailleurs. Il y a donc c'est la African Risk Capacity qui a développé un truc où tous les États membres cotisent, et c'est surtout sur les sécheresses, et donc ils reçoivent une aide en fonction de leur cotisation en cas de sécheresse. Donc il y a vraiment un mouvement qui est en train de se passer là-dessus. Et même en termes de micro-assurance et d'assurance inclusive, juste pour citer un chiffre, je crois que, et là c'est pas sur les individus, là c'est sur les petites et les moyennes entreprises, je crois que ça représente 90%, enfin 50% de l'emploi, je crois. Et je crois que dans les pays d'Afrique sous-saharienne, c'est à peine 2% des petites et moyennes entreprises sont assurées. Et c'est pas la plupart du temps une assurance individuelle et pas professionnelle. Enfin, et il y a aussi tout un secteur, et c'est là le message que la Munich Re, puis il y a une association dont je me souviens, une organisation sur la micro-assurance, qui pousse aussi les gros acteurs qui se sont beaucoup concentrés sur les grosses multinationales, etc., à essayer, à commencer à approcher aussi ce marché. Parce que je crois qu'il y a aussi une mauvaise compréhension entre les assureurs et le contexte. Il y a aussi des régulations, j'imagine. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que dans les pays, les gouvernements doivent jouer un rôle aussi. Et s'il n'y a pas les régulations, un environnement qui permet ce développement-là, ça rend les choses compliquées. Mais voilà, mais je rejoins complètement. Je ne pense pas qu'il y avait de questions, mais c'est juste pour ajouter. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On parle de transfert de risque. Mais voilà, peut-être que je vais peut-être me stopper là, te laisser la parole, et puis après je reviendrai. Eric, juste sur cette idée que les jeunes aujourd'hui vivent dans un environnement tellement réellement, enfin pas juste anxiogène, réellement à risque. Est-ce que vous pensez que ça change la nature aussi de ce qu'il s'agira d'envoyer comme message quand on est puissance publique dans 10 ans, 15 ans? Oui, et puis en plus de ça, alors j'avoue que j'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut appuyer, et ça reprend un peu ce que je disais par rapport à ce Bigger Than Us. Et le fait de regarder un peu aussi ce que la jeunesse fait, et je pense qu'elle est force de créer, et c'est eux en plus qui vont vivre aujourd'hui, qui vivent dans un monde anxiogène et qui va le devenir de plus en plus. C'est plus nous finalement qui vont devoir gérer les gros impacts du changement climatique dans des crises qui sont voilà. Donc j'ai pas la solution. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut soutenir ces initiatives, et en particulier en Afrique d'ailleurs, où on a une jeunesse qui est énorme, qui a énormément d'attentes, qui est en attente aussi d'opportunités, et qui peut devenir un risque aussi. Donc il faut l'accompagner, il faut la soutenir, il faut soutenir les initiatives et les actions, parce qu'ils interviennent maintenant, ils développent beaucoup d'actions. En ce moment, je travaille par exemple, et on appuie alors c'est AYAB, ça fait partie, en fait, l'Union africaine a donné une place aux jeunes, qui s'appelle, c'est le comité des jeunes pour le comité des jeunes africains pour la réduction des risques de catastrophe. Et donc il y a des jeunes de tous les pays d'Afrique qui se sont réunis ici, qui ont un certain nombre de financements et qui reçoivent aussi de notre soutien à nous aussi pour promouvoir des actions, mais aussi pour aussi faire un bilan et connaître aussi ce qui se passe, parce qu'on a un peu de mal aussi à savoir ce que fait la jeunesse, parce qu'elle n'est pas portée. Et donc voilà, il y a des choses qui se passent que je trouve très intéressantes au niveau régional, parce que c'est à ce niveau-là que j'interviens. Mais voilà, je suis complètement d'accord avec vous. J'ai pas les solutions. Je donne juste des exemples que nous on appuie en Afrique. Laurent Audet, juste avant de vous laisser la parole, vous entrez dans cette fonction de directeur des risques majeurs et sanitaires à Niort
en succédant à quelqu'un ou vous créez le poste? Non, le poste existait. Ça Ouais. fait depuis au moins 2015 que la mairie de Niort avait déjà mis en place un système vraiment assez élaboré de gestion des risques, de résilience, d'accompagnement avec des numéros verts, avec des choses voilà, connues déjà de la population. Donc cette culture-là, elle est déjà bien présente à Niort. Très bien, vous saluerez Bruno Paulmier. Quel est le point de retour de cet auditoire que vous avez envie sur lequel vous voulez prospérer? Là, ce qui m'interpelle, c'était par rapport aux questions là, qui ont été posées, et je rejoins le collègue des Antilles, c'est effectivement sur les croyances, quoi. C'est-à-dire, et sur le côté survivaliste, là, je vais répondre un peu à l'ensemble, c'est il faut enlever vos croyances, quoi. Enlever vos croyances de dire il va rien se passer et on sait déjà faire, etc., quoi. Préparez-vous à l'inconnu. Ça répond à la question de monsieur également sur la crise systémique et plus longue. C'est-à-dire qu'effectivement, les effets dominos, on peut les avoir. Hein, cas de Fukushima, mais on aurait pu avoir Blaye aussi. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut se préparer, pour moi, à travailler dans cette incertitude. Et le rôle des collectivités, monsieur l'a bien, effectivement, moi j'adhère complètement à vos propos, hein, et c'est ce qu'on a à apprendre des pays du Sud, c'est sensibiliser la population locale, gérer la crise en global, quoi. Voilà. Et ça c'est important. Ça nécessite un travail d'acculturation vers les populations les plus jeunes. Alors, je ne connais pas tous les dispositifs, mais je connais les cadets de la sécurité civile, les cadets de la défense, et aussi des outils qui sont mis dans les écoles qui permettent de les sensibiliser. Et vous avez raison, madame, je pense que les générations, ce que je disais, depuis les années 2000, hein, qui ont connu, entendu parler des attentats, qui ont vu des militaires avec des FAMAS dans les rues, n'a peut-être pas la même culture que ceux qui sont plus dans nos âges, quoi. Mais est-ce Voilà. qu'il faut aller Donc, plus ils sont loin sensibles. avec ces jeunes, au risque de leur montrer un monde quand même assez anxiogène pour des gens qui sont en train d'essayer de le construire ou de le changer, ou bien on les laisse tranquilles parce qu'ils ont déjà cette culture du risque presque native, quoi, autour de l'école maternelle? Quand on est en montagne et qu'on est au bord d'un précipice, on dit bien aux enfants de ne pas sauter, quoi. Et ils n'ont pas plus peur pour autant. Donc, quelque part, là, c'est pas parce qu'on va leur décrire le risque que pour autant, ils vont mal l'appréhender. C'est-à-dire que les enfants, ils sont tout à fait capables de leur dire attention, là, le feu, ça brûle, attention, là, c'est dangereux, attention, quand il y a un tremblement de terre, tu te mets sous une table. C'est pas une problématique pour eux. Quand j'étais au Canada, au Québec, ils sont avancés au Québec, au Canada. Les enfants ont un petit CD le matin avec l'histoire du feu follet qui explique le feu, etc. Et on doit évacuer en rasant le sol, on doit fermer la porte en partant. Voilà, mon fils qui a lu la BD, qui avait 4 ans, il l'a intégré tout de suite. Ça ne lui fait pas peur. Et le petit feu follet, le petit bonhomme feu follet, ça l'amuse. Donc, faut pas. C'est une histoire de grand, ça. Faut pas avoir peur des risques. Et faut pas avoir peur des risques. Les risques, ça s'explique, ça s'accompagne. Faut vivre avec. Il y en aura de plus en plus. L'évolution climatique fait qu'on peut aller quand même dans quelque chose qui peut s'accélérer. Faut pas croire qu'on en est, que c'est qu'une histoire aussi de pays du Sud, parce que si je prends par exemple le Canada, je reviens au Canada, faut se rappeler du feu par exemple de Fort McMurray, 120 000 habitants évacués. Dans un pays du Canada, c'est pas une question de moyens non plus. Le Canada, sur ce feu-là, c'est 300 moyens aériens, c'est 400 bulldozers, 120 000 personnes évacuées. C'est 2 points de PIB du Canada. C'est une évacuation comme jamais le Canada a eu pour une raison climatique. Voilà. Et c'est un pays qui a des moyens colossaux. Donc ça peut nous arriver. Voilà. Donc je crois que, ma sensibilité, c'est ça ne tue pas. Vaut mieux informer, vaut mieux préparer. C'est le rôle des pouvoirs publics, c'est le rôle de l'éducation, c'est le rôle de la gestion de crise en local comme en national. Et le point commun avec les pays du Sud, c'est que face au changement climatique, face aux enjeux qui nous attendent, on a les mêmes intérêts humanitaire. La formation où vous intervenez, Laurent Audet, c'est à Niort ou c'est à Poitiers? Que forme-t-elle? Alors, ça dépend de l'université de Poitiers, mais on a un IUT sur Niort, et donc ce sont des niveaux, il y a des licences et des masters, et on les forme justement à faire des futurs cadres, soit territoriaux, soit au niveau de l'intérieur, soit pour des associations, justement sur la planification, donc toute la partie planification stratégique, les plans Orsec, etc. Et puis justement sur cette résilience, la connaissance du risque et comment accompagner les territoires. 4 fois par an, vous avez des exercices. Comment vous faites pour ne pas lasser? Bien, on tourne sur les risques. On en a plusieurs. Plus ça va, plus on met nos cadres dans des situations inconfortables.
aussi. Ce qui fait que ça les appelle toujours à se renouveler, et surtout on apprend à travailler ensemble. Ce que j'appelle un peu cette force de réflexion rapide, c'est dégager cette intelligence collective. On en parle souvent au niveau administratif, mais elle existe aussi au niveau opérationnel, et souvent elle foisonne, et être capable de travailler ensemble avec nos compétences pour trouver des solutions face à des problématiques rencontrées. Je vous l'avais expliqué aussi tout à l'heure sur Vichy, je crois. Voilà, la capacité à mettre les différents interlocuteurs et travailler en réseau pour trouver des solutions collectives. Dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois, où est-ce qu'on vous trouve, Laurent, sur ce sujet-là? Quelque chose que vous aimeriez signaler ou une initiative au titre de Niort? Mais tout à l'heure, on en parlait, Jérôme le disait, je crois qu'il y a une évolution récente là, du mois de novembre, c'est les PICS, c'est-à-dire les plans intercommunaux de sauvegarde avec la loi Matras qui est sortie. Aujourd'hui, vous avez l'obligation de faire des PCS sur des plans communaux de sauvegarde, sur des territoires qui sont soumis à un risque naturel ou technologique. La loi Matras impose le fait de le faire au niveau de l'EPCI. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire que c'est l'EPCI, dès lors qu'il y a une commune qui a un PCS sur son territoire, qui sera en charge de la gestion de crise. Donc là, je crois que c'est stratégique où l'EPCI, dans le cadre de mutualisation pour la réponse opérationnelle, la réponse capacitaire, sera capable, à mon avis, sera l'outil de gestion de crise locale, et apportera avec une expertise, avec des moyens, une réponse aux élus locaux, même dans les petites communes qui ne sont pas rompues à ces exercices. Laurent Audet et Eric, je laisserai Jérôme vous remercier. Eric, une recommandation de lecture un peu insolite. Oui, non, je voulais juste répondre à Julien, je ne me souviens plus de votre... sur les risques systémiques. Je pense qu'on pourra en parler parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Alors, je ne sais pas si on peut apprendre. Par contre, on peut apprendre dans l'impact sur les différents systèmes, les impacts en domino dans les pays du Sud. Et c'est quelque chose qui m'intéresse et qui complexifie aussi la question. Mais on pourra en parler plus tard si vous voulez. Mais juste pour dire que j'ai bien noté la question et qu'en plus, c'est une question qui m'intéresse. Oui, j'ai acheté ce livre un peu par... parce que je trouvais le titre intéressant, contre la résilience, à Fukushima et ailleurs, par un chercheur, Thierry Ribaud, qui est chercheur en sciences sociales au CNRS. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça remet aussi un peu en perspective la résilience, parce que déjà, ce que je disais tout à l'heure, alors ça c'est plus moi, des fois j'ai un peu l'impression que c'est un fourre-tout, qu'on prend un peu tout et qu'on le met dedans, et ça a tendance aussi à vider de leur sens d'autres concepts ou d'autres idées. Et ça, je pense qu'il faut vraiment faire attention aussi avec la résilience. Et là, lui, en plus, le prend d'une manière en montrant que finalement, la résilience, par une forme d'endoctrinement, on ne voit que les conséquences sans traiter les causes. Donc on est dans une forme de catastrophisme et on n'essaie pas de traiter les causes. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est extrêmement intéressant et ça permet d'élargir le débat. Donc je conseille de le lire. Je ne l'ai pas encore terminé parce que je l'ai acheté il y a peu de temps, mais c'est extrêmement intéressant à lire parce que ça permet d'avoir une autre vision de quelque chose qui est quand même... qu'on nous rabat tout le temps pour tout et parfois ça fait du bien d'avoir un autre point de vue. On devait faire tous ensemble un 7 règles de la résilience territoriale. Je vous proposerai à nos deux invités de les faire dans leur coin, en chambre, et puis ce sera envoyé sur vos boîtes mail. Eric, où est-ce qu'on vous retrouve dans les prochaines semaines? Alors, pour vous former ou pour intervenir, là, pour le coup? Ah non, là, j'interviens avec la COMESA, qui est le marché commun d'Afrique de l'Est et du Sud, sur justement leur stratégie de résilience et comment appuyer les États membres et c'est assez intéressant, et l'Union européenne d'ailleurs, parce que c'est un marché commun, appuie. Donc on est en train de les soutenir là-dessus, et c'est assez intéressant. Et les questions d'assurance d'ailleurs, ils viennent, puisqu'on est sur un marché commun, que ça se concerne aussi beaucoup le secteur privé, et ces questions d'assurantiel viennent justement là-dedans. Donc voilà, on me trouvera la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent. Et si je veux faire une learning expédition avec des élus locaux ou des cadres territoriaux, où est-ce que je vais? Est-ce qu'il y a un centre aujourd'hui ou une collectivité dans le monde, faites-moi voyager, qui vous semble intéressante, dont les édiles, dont les cadres sont des interlocuteurs aptes à m'accueillir et à me former? Nairobi, oui, le Kenya, Québec, est très intéressant sur énormément d'aspects.
bons comme mauvais, parce qu'il y a toujours des leçons à apprendre qui ne sont pas forcément toujours positives. Et en plus, c'est un pays qui est agréable, et Nairobi est très agréable pour y aller. Donc oui, non, le Kenya, je pense que c'est un beau lieu, de formation. Ouais. D'accord, et en Martinique aussi. Jérôme, est-ce que c'était conforme, cette heure, et plus que des poussières, à vos attentes? Je me suis fait la même réflexion sur Martinique. Je trouve qu'il a beaucoup insisté quand même auprès de nos amis de la Martinique pour aller faire un tour. Merci en tout cas à nos deux invités. J'ai trouvé les échanges relativement riche. J'ai noté pas mal de choses, mais je vais évidemment pas toutes les retraverser. Peut-être en synthèse, j'ai beaucoup aimé l'intervention introductive de Laurent lorsqu'il a dit à partir de là, j'ai posé mes plans dans la valise et on va s'adapter. Je pense que c'est la réalité en fait. C'est qu'à un moment donné, dans l'identification des risques, dans la connaissance des risques, on ne peut pas tout connaître. Et ça, je pense que l'actualité le confirme. Hein. La pandémie n'était pas identifiée dans les plans continuité d'activité de la plupart des collectivités. Donc c'est bien la notion d'adaptation que je retiens ici dans la capacité de l'homme à s'adapter aux risques et à s'adapter aux situations. Peut-être un chiffre que je voulais également vous donner, 70% des collectivités sont soumises à un plan de prévention des risques, donc qui ont l'obligation quelque part de mettre en place un plan communal de sauvegarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien évidemment, en cas de risque majeur, elles auront les outils réglementaires, parce que j'ai envie de l'évoquer sur cet angle-là également. Mais ce qu'a mis en avant également Laurent, c'est cette pratique régulière du réflexe en cas d'événement majeur. Et je crois que le PCS et le PICS demain est bien au-delà de l'outil réglementaire, un outil réflexe, un outil de travail dans les organisations qui entraîne à la réaction au moment d'un événement. Alors, certes, l'événement, on ne va pas forcément le maîtriser, on ne va pas forcément le connaître, on ne connaîtra pas son ampleur, mais en tout cas, c'est ce réflexe-là qui permettra de réagir plus vite. Autre point que j'ai noté, c'est comment comprendre les erreurs pour ne pas les reproduire. Je crois que c'était Eric qui en parlait. La notion de retour d'expérience est relativement riche et de dire qu'on peut apprendre. Il faut rester humble dans nos métiers, dans nos connaissances et c'est de considérer qu'à un moment donné, on sait qu'on aura des erreurs. Malgré tout, l'humilité et l'utilisation de ces retours d'expérience-là peut nous aider à grandir justement et à mieux maîtriser les risques futurs. Les interconnexions de risques, les effets en cascade, j'ai noté également. On voit bien encore une fois que l'imaginaire, les Twin Towers, j'ai eu dans mon éducation scolaire la même théorie qu'une tour ne s'effondrait pas. Voilà, il faut aussi à un moment donné remettre en question ces savoirs et de se dire que tout est possible, malheureusement, dans la notion de risque. La réactivité des populations, la capacité de réactivité des populations, ça c'est une voie assez intéressante et je rejoins la notion d'éducation. Je crois que c'est par là qu'on va pouvoir faire évoluer nos connaissances, notre acculturation à ces risques-là. J'ai envie de dire peut-être que pour nous c'est malheureusement trop tard, mais dans les nouvelles générations, on peut dès le plus jeune âge acculturer. Ils ont effectivement peut-être à tort assommé d'informations qui effectivement apportent une forme de stress, mais peut-être que dans l'éducation, on peut apporter une connaissance, et je rejoins complètement les propos de Laurent là-dessus, de considérer qu'on peut vivre avec un risque sans forcément être stressé et tout simplement le vivre au quotidien. Donc je pense que ça sera l'avenir malheureusement des futures générations. La culture du risque, la responsabilité des citoyens, et puis peut-être pour terminer la notion de tissu associatif. Je crois que c'est Eric qui l'a abordé, la notion de diagnostic des territoires, la connaissance des territoires, et ça pour le coup c'est évidemment le point sur lequel je vais terminer, mais qui me paraît primordial. C'est que dans un territoire communal, il y a un grand nombre d'associations, un grand nombre d'actions, en tout cas terrain, qui sont évidemment importantes et qu'il faut prendre en compte. Et c'est souvent ce tissu associatif qui va être en réaction, qui va être riche, en tout cas en termes de moyens humains, pour aider et pour participer à la reconstruction des territoires. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout, évidemment, les oublier. La prévention, c'est un terme qui a été très souvent utilisé. Juste rebondir,
je crois, sur notre ami de Toulouse qui évoquait l'idée de souvent dépenser des sommes colossales dans la reconstruction. Et c'est vrai qu'investir dans la prévention, ça coûte évidemment, ça coûte un peu, mais ça coûte beaucoup moins cher que lorsqu'on a besoin de reconstruire. Donc la prévention, c'est vraiment un axe fort. Et j'ai envie de dire que tous ces points-là, l'adaptation, le réseau, la formation, l'éducation, la connaissance, la solidarité, la prévention, ça regroupe quelque part toutes les valeurs de la mutuelle. Et j'ai envie de dire, on a encore, avec la MNT, avec la Maïf également demain, de belles perspectives, en tout cas, sur la notion de la mutualité, en tout cas dans cette gestion de crise. Ça peut vous intéresser d'ailleurs, mutuelle, de travailler sur l'acculturation directe de la population, où vous restez cantonné aux élus et ou cadres territoriaux? Ça fait partie de nos valeurs. Je pense que cette vision de l'actualité mutualiste, avec notamment la Maïf, qui va nous apporter cette notion de l'éducation, et que je trouve extrêmement riche en matière de prévention, c'est aussi de considérer que la prévention, elle est intergénérationnelle, et elle se doit, quels que soient les métiers, d'être traversée à tous les niveaux. Donc via la SMAC et la MNT à travers la fonction publique territoriale, via l'éducation avec la Maïf, à travers ces nouvelles générations. Bien, bravo à l'ADT INET et à la SMAC l'assurance donc d'avoir initié ce temps. Bravo à tous. Ça se traduit en général par des applaudissements. J'ai aucun doute, ils vont arriver. Et on termine. Jérôme, vous avez 2 ouvrages qui sont remis à la fin par Julie et sa collègue. Quels sont-ils, ces 2 ouvrages ? Le premier, c'est le plan communal de sauvegarde. C'est un petit ouvrage qui a été fait en partenariat avec l'Institut des risques majeurs, l'IRMA, qui est plutôt très bien fait, qui explique un petit peu la manière dont on peut mettre en place ce plan communal de sauvegarde, et notamment son caractère opérationnel. Le deuxième, c'est un ouvrage un peu plus conséquent réalisé par le général François Vernoux, qui a été le général de la sécurité civile. Lui, il rentre plus dans la notion d'opérationnalité, conduire les opérations communales de sauvegarde. Donc voilà, je vous invite à les feuilleter, bien évidemment, et à vous les approprier. Voilà, c'est sur le site. Vous avez un stand. On termine avec cette question facétieuse d'un de nos auditeurs. Avez-vous individuellement un kit de survie ? Alors, ce qui veut dire non seulement est-ce que vous en avez un, mais est-ce que vous êtes prêt à en donner aux gens dans la salle et aux territoriaux en particulier. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, bonne fin de matinée en tout cas. Merci à toutes et merci à tous.